Imaginez être condamné à 30 ans de prison pour un crime que vous n'avez pas commis et devenir le punching ball de la pire prison du pays. Ce que les brutes n'avaient pas réalisé, c'est qu'ils créaient en fait un monstre qui est entré en isolement en tant que gamin faible et en est sorti comme une bête impitoyable, transformant des baguettes en armes mortelles, terrassant des chefs de la mafia à main nue. Préparez-vous car la vengeance de Tujo va être un chaos absolu. L'histoire nous emmène à la prison de Nerera dans le secteur 4, à l'intérieur d'un réfectoire bondé de détenus. Nous voyons ensuite notre protagoniste, Tujo, prendre son plateau avec ce qui semble être un repas correct. Il s'assoit seul à une table et fixe la nourriture avec une expression sérieuse et quelque peu vide sur son visage. Mais soudain, une paire de baguettes surgit de nulle part et vole un morceau de nourriture de son plateau. Tujo regarde sur le côté avec un air visiblement agacé par l'attitude du type qui l'a provoqué. Puis l'une des brutes le foudroie du regard et lui demande agressivement ce qui le regarde. L'autre type, grand et tatoué, se contente de sourire avec dédain et met le jeune homme au défi de faire quelque chose. Le duel de regards continue, et la brute semble attendre une réaction de notre personnage. Sans hésiter une seconde, la brute crache simplement sur la nourriture de notre protagoniste avec un air de supériorité. Mais Tujo se lève et dit au type de tout manger, l'avertissant qu'il y aura des conséquences s'il ne le fait pas. Les deux criminels ne sont pas intimidés et lui demandent quel est son problème et s'il n'a aucune manière. Et puis la brute le traite de tueur, ce qui touche clairement un point sensible chez le protagoniste. Tujo frappe alors violemment la table du pied et promet de se venger de tous ceux qui l'ont piégé injustement. Il se jette sur la brute, voulant lui faire ressentir la même souffrance qu'il a endurée. Le visage de notre héros montre une fureur incontrôlable alors qu'il passe à l'attaque. Sur ce, le grand type est complètement choqué par la réaction inattendue et violente du garçon. D'un mouvement rapide, il utilise les baguettes comme une arme et vise directement le visage de son adversaire. À ce moment-là, beaucoup de liquide rouge éclabousse partout, tachant le sol du réfectoire. La brute tombe au sol avec l'objet planté dans son œil, ressentant une douleur immense suite au coup. La scène passe ensuite à 2 semaines plus tôt, montrant une table remplie de nourriture et de boissons raffinées. Nous voyons Tujo dans une pièce chic regardant quelqu'un qui est actuellement hors champ. Il pense à la fille qu'il aime, Mio Karazawa, et décide qu'il va lui avouer ses sentiments aujourd'hui. Mio annonce alors qu'elle va aux toilettes et passe le micro à un ami sous le regard de notre héros. Elle s'éloigne et franchit une porte, jetant un dernier regard en direction du jeune homme. Sur ce, le protagoniste se lève, déterminé à lui révéler enfin ses sentiments. Le jeune homme se dirige alors vers les toilettes pour trouver la fille et lui parler. Il la trouve dans le couloir et devient un peu nerveux en s'approchant pour lui dire ce qu'il ressent. Le jeune homme l'appelle par son nom et dit qu'il a quelque chose à lui dire, et Mio demande pourquoi il a l'air si sérieux. Gêné, il lui déclare ses sentiments, lui demandant si elle veut sortir avec lui, car il l'aime depuis longtemps. La fille est surprise par cette confession inattendue et semble un peu mal à l'aise sur la façon de répondre. Elle dit alors qu'elle est heureuse mais qu'elle ne cherche pas de petit ami pour le moment et s'excuse auprès de lui. Après le rejet, Mio lui tourne simplement le dos et s'en va, laissant le protagoniste derrière elle. Tujo est en état de choc complet suite au rejet et n'arrive pas à croire ce qui vient de se passer. De retour à table, il évacue sa frustration en écrasant une canette de boisson de toutes ses forces. La table est maintenant remplie de canettes et de bouteilles vides, montrant qu'il a beaucoup bu pour noyer son chagrin. Il enchaîne les canettes, essayant d'oublier le rejet douloureux qu'il vient de subir. Bien qu'il ait déjà l'air ivre, le jeune homme prend une autre boisson pour continuer. Finalement, il s'évanouit à table pendant que ses amis continuent la fête en chantant au karaoké. Notre héros est complètement inconscient et marmonne quelque chose en bavant un peu sur la table. Quand il se réveille, il se rend compte qu'il est seul dans la pièce sombre et se demande où tout le monde est passé. Encore un peu ivre, il ouvre la porte de la pièce et regarde dans le couloir avec une expression confuse. Là, il tombe sur une scène de crime bouclée et se demande ce qui a bien pu se passer. À ce moment-là, un policier l'attrape brusquement par derrière, prenant le jeune homme complètement par surprise. L'officier confirme alors son identité, l'accusant de crimes extrêmement graves et choquants. Le jeune homme est complètement confus et demande qui il a tué, pendant que l'officier signale la capture du suspect. Tujo se fige en entendant le nom de Mio Karazawa et essaie d'assimiler cette terrible information. En plein désespoir, il crie que c'est impossible et essaie de forcer le ruban de sécurité de la scène de crime. Le jeune homme s'accroche au ruban de sécurité, toujours incapable de croire ce qui se passe. Son visage exprime une terreur et une confusion pure alors qu'il commence à comprendre la gravité de la situation. Il voit alors Mio au sol, inerte dans une scène terrible, et pense que tout cela doit être un mensonge. La scène se déplace dans une salle d'audience où un juge le condamne à 30 ans de prison pour les crimes. Les proches de la victime sont furieux de la décision et se demandent pourquoi il n'a pas reçu la peine maximale. Sous le choc, notre héros ne peut pas réagir et se demande comment sa vie en est arrivée là. Il a une vision de Mio souriante et se demande si tout cela n'est qu'un horrible cauchemar. Les larmes aux yeux, le protagoniste insiste désespérément sur le fait qu'il n'a pas commis le crime. Alors le père du jeune homme se lève et le défend, disant que son fils est innocent et qu'il est victime d'une injustice. Mais la mère de la fille l'accuse de chercher encore des excuses et dit qu'il est impardonnable pour ce qu'il a fait.
3 hommes se lèvent alors et s'en prennent furieusement au père de Tojo en plein milieu de la salle d'audience. Ils agressent violemment l'homme et le jettent au sol pendant que le protagoniste crie pour son père. Tojo crie désespérément, les suppliant d'arrêter l'agression, incapable de faire quoi que ce soit. Même en se faisant battre, le père du jeune homme lui crie de ne pas s'inquiéter, qu'il prouvera son innocence. De retour au présent, la scène nous emmène dans la cellule de notre protagoniste en prison. À l'intérieur, il est entouré d'un groupe de détenus menés par un type intimidant. Lui et d'autres nouveaux arrivants sont alignés pendant que les vétérans les dévisagent avec mépris. Tenant ses affaires, l'un des types a demandé à Tojo quel crime l'avait amené ici. Le jeune homme est intimidé par le regard menaçant du grand type tatoué et peut à peine répondre. Puis un autre détenu le frappe par derrière et lui crie de ne pas ignorer leur chef. Les larmes aux yeux, le jeune homme insiste sur le fait qu'il n'a rien fait et que c'était un coup monté. Mais le chef ne semble pas le croire et, d'un regard froid, dit au nouveau de s'approcher. Le protagoniste obéit et se tient devant la brute, ne sachant pas à quoi s'attendre. Sans avertissement, le grand type lui assène un puissant coup de pied en plein dans l'estomac. La force du coup le projette en arrière, et il heurte violemment le sol de la cellule. Le type le relève et lui demande s'il est le responsable du crime, et le jeune homme le nie à nouveau. Agacé qu'il continue de nier, le chef ordonne à un autre type de lui donner un autre coup de pied. L'un des agresseurs dit qu'il ne supporte pas les gens comme lui et le met au défi de réagir d'une manière ou d'une autre. Le chef se lasse alors de la situation et dit à ses sbires d'attacher notre personnage. Ils le saisissent fermement pendant que le jeune homme crie et essaie de se libérer sans succès. Ses mains sont solidement attachées avec une corde, le laissant complètement sans défense. Un des sbires s'approche avec un sourire sadique et lui demande s'il pense encore pouvoir résister, puis il lui assène un violent coup de poing dans le ventre, qui souffre de l'impact. Le passage à tabac brutal continue, et le jeune homme endure les coups, serrant les dents de douleur. Les détenus l'utilisent comme un punching ball et l'agressent sans relâche pendant qu'il est attaché. Après le passage à tabac, il est laissé suspendu là, tout contusionné et couvert de son propre sang. Le chef de la cellule lui attrape alors les cheveux et le foudroie du regard, alors qu'il peut à peine rester conscient. Il le menace, lui disant de ne rien dire au gardien, sinon les choses empireront considérablement. La brute réitère l'avertissement, mais notre héros le foudroie du regard avec une haine profonde dans les yeux. Quelque temps plus tard, un gardien appelle le protagoniste pour une conversation privée dans le couloir. L'officier révèle alors une nouvelle dévastatrice, les parents du jeune homme ont eu un accident. Il demande également s'il a d'autres parents, car la vie ici sera difficile sans aide financière de l'extérieur. Le gardien insiste sur la question, mais le jeune homme est en état de choc complet et ne peut pas dire un mot. Les larmes coulant sur son visage, il répond finalement qu'il n'a pas d'autres parents en vie. L'officier soupire alors et dit qu'il ne se soucie plus de son sort, le congédiant froidement. Les gardiens partent manger quelque chose, laissant notre personnage seul et complètement désemparé. Sur ce, la scène nous ramène au réfectoire, montrant le même plateau de nourriture qu'au début. Et, nous revoyons Tojo assis à la table, mais maintenant avec un regard complètement transformé par la douleur. De nouveau, une des brutes s'approche et vole un morceau de son repas avec les baguettes. Cette fois, le protagoniste le foudroie du regard avec une fureur silencieuse et une sombre détermination. Le sbire se met en colère et lui demande ce qu'il regarde, pendant que le chef observe simplement la scène. L'autre criminel sourit avec mépris et le met au défi de faire quelque chose, pensant qu'il ne réagira pas. Mais le chef remarque le changement dans les yeux du nouveau venu et devient attentif à la tension dans l'air. La brute répète la provocation et crache sur la nourriture de notre protagoniste pour l'humilier. Mais cette fois, Tojo se lève avec un regard froid et dit au type de manger tout ce qu'il a craché. Les criminels se moquent de lui et lui demandent ce qui ne va pas avec son visage et s'il n'a aucune manière. Puis la brute le traite de tueur, ce qui libère toute la colère refoulée à l'intérieur du jeune homme. Sur ce, il se souvient du rejet de Mio et de la façon dont sa vie s'est effondrée à partir de ce jour. L'image de son père se faisant battre tout en promettant de prouver son innocence lui revient également à l'esprit. Il se souvient de l'humiliation d'avoir été attaché et battu par ces mêmes détenus dans la cellule. Et il se demande pourquoi il a dû tant souffrir avec toutes ces injustices dans sa vie. Le jeune homme conclut alors qu'il a déjà tout perdu et n'a plus aucune raison de se retenir. Pensant que personne ne se soucierait de sa disparition, sa main tremble de rage, resserrant sa prise sur les baguettes. Le mot tueur résonne dans son esprit et un sourire sombre et terrifiant se dessine sur son visage. Mais il décide qu'il ne peut pas encore mourir car il a une nouvelle raison de continuer à vivre. Alors il frappe violemment la table du pied et jure de se venger de chaque personne qu'il a piégée. Il se jette sur la brute, promettant de lui faire ressentir la même souffrance. Son visage se tord en une expression de pure fureur et une soif de vengeance incontrôlable. Le grand type est complètement choqué et s'envoie devant l'attitude explosive du nouveau venu. En un clin d'œil, il bondit et attaque la brute, utilisant les baguettes comme une arme tranchante. L'attaque est précise, et beaucoup de liquide rouge éclabousse partout sous l'impact du coup. La brute tombe au sol avec l'objet planté dans son œil, hurlant de douleur à cause de la grave blessure. Il se tord sur le sol, la main sur le visage, poussant un cri d'agonie de pure douleur. Le sbire panique et crie pour son chef, qui est au sol, agonisant de douleur.
Sans hésiter, Tojo frappe le mur avec force et leur crie à tous de ficher le camp. Sur ce, l'une des brutes devient enragée et attaque notre héros par derrière, mais le protagoniste se retourne avec un sourire sadique, semblant prêt à en découdre. Un autre détenu est terrifié par la scène violente et commence à avoir des sueurs froides de peur. Le jeune homme laisse alors tomber une baguette au sol et se prépare à se battre à main nue. Il assène un coup de poing dévastateur à l'un des sbires qu'il avait attaqué plus tôt dans la cellule. Avec un regard fou, le jeune homme pense que puisqu'il va mourir de toute façon, il emportera tous ces misérables avec lui et continue l'assaut sans pitié. Le visage de l'adversaire est complètement défiguré par la force des coups de notre héros. Le criminel tombe en arrière, déjà inconscient après avoir reçu la série de coups de poing. Tojo se transforme en une ombre de fureur et continue d'attaquer les autres détenus. Une autre brute est au sol, le visage tout contusionné et couvert de sang. Puis, l'un des sbires essaie d'arracher le protagoniste au chef, qui est toujours à terre. Il crie au jeune homme de lâcher son chef et tente de lui donner un coup de poing pour le repousser. Le sbire est choqué de voir que ses attaques n'ont aucun effet sur notre héros. Avec un regard vide, Tojo semble avoir complètement perdu la raison au milieu du combat. Juste à ce moment-là, les gardiens de prison arrivent enfin et crient, demandant ce qui se passe. Un des officiers saisit le protagoniste par l'épaule pour essayer de contenir le chaos généralisé, et sans hésiter, le gardien frappe Tojo au visage pour avoir causé des problèmes. Mais le coup de poing n'a aucun effet, et Tojo tourne simplement la tête avec un regard plein de haine. Le gardien panique et ordonne que l'homme blessé soit emmené à l'infirmerie, menaçant les autres détenus. À ce moment-là, notre protagoniste pousse un cri assourdissant de pure rage et de frustration. Il esquive ensuite un autre coup du gardien avec une agilité surprenante. L'officier est complètement déconcerté par la réaction et la vitesse du jeune homme. Il crie alors que le jeune homme essaie de foncer dans le mur, et dit aux autres de le retenir. Sur ce, plusieurs gardiens et détenus se joignent pour essayer de maîtriser notre héros. Ils parviennent enfin à le retenir, mais le jeune homme continue de se débattre de toutes ses forces. Tojo continue de crier désespérément tout en étant retenu par les autres. La scène nous emmène ensuite dans une infirmerie où l'on voit une perfusion en cours. Notre protagoniste est au lit et semble avoir perdu la volonté de vivre, n'ayant pas mangé depuis des jours. Un médecin dit au gardien que s'il continue comme ça, sa vie sera en danger. Quand le médecin part, un vieux concierge apparaît à la porte de la chambre du jeune homme. L'homme âgé commence à balayer le sol du couloir près de l'endroit où se trouve le jeune homme. Le concierge dit alors au protagoniste qu'il ne devrait pas gâcher sa vie. Tojo regarde le vieil homme d'un regard vide, ne montrant aucune réaction apparente. L'homme demande qui lavera l'honneur de ses parents s'il part comme ça. Les paroles du vieil homme ont un impact immédiat, et les yeux du jeune homme s'écarquillent de choc. Il se redresse dans son lit et demande ce que le concierge vient de lui dire. L'homme demande alors s'il a déjà envisagé que ce qui est arrivé à ses parents était vraiment un accident. Tojo sort du lit et demande ce que le vieil homme essaie de dire. Le concierge révèle avec un sourire que ce n'était pas un accident et que ses parents ont été éliminés. Furieux, le jeune homme saisit l'homme par le col et exige de savoir comment il a obtenu cette information. Le vieil homme dit qu'il y a toujours quelque chose derrière tout ça, et demande directement si le garçon a commis le crime. Notre protagoniste le nie sur le champ, affirmant fermement qu'il n'a absolument rien fait. L'homme conclut alors que c'était un coup monté, et que ses parents avaient trouvé la preuve de son innocence. Le jeune homme réalise que c'est logique, et dit qu'il a toujours tout trouvé très étrange depuis le début. Il se souvient de la scène et se demande qui pourrait être le coupable, et quel en serait le mobile. Les larmes de rage coulant, il serre les dents en pensant à toute cette injustice. Avec un nouvel objectif, il crie qu'il ne peut pas mourir avant d'avoir vengé ses parents. Le concierge affiche un sourire satisfait en voyant la nouvelle détermination de notre héros. Mais il l'avertit que dans son état actuel, Tojo ne fera rien et que Gariki veut en finir avec lui. Le jeune homme répond que ce n'est pas grave et qu'il y a un moyen pour lui de survivre. Impressionné par son courage, le vieil homme dit qu'il aime son attitude et sa détermination. Il propose alors que si Tojo survit à Gariki, il pourrait l'aider pour quelque chose. Avec un regard malicieux, l'homme révèle que son intention est de s'échapper de cette prison. Après cette proposition choquante, le vieux détenu se retourne pour quitter la pièce. Avant de partir, il désigne un livre et dit au jeune homme de le lire quand il aura du temps libre. Tojo prend alors le livre sur la table pendant que le concierge s'éloigne dans le couloir. Il regarde la couverture et voit que le livre traite de l'anatomie humaine et de ses points faibles. Le protagoniste lui demande alors qui il est, et le vieil homme répond qu'il s'appelle Tsushiya. Il dit au jeune homme de l'appeler simplement le vieux, puis se retourne et quitte la pièce. Juste à ce moment, un gardien entre soudainement dans la salle de l'infirmerie avec une expression furieuse. L'officier crie sur notre héros, lui demandant ce qu'il fait à lire un livre si calmement. Il se plaint que la vie ici est devenue un cauchemar à cause des problèmes que le garçon a causés plus tôt. Le gardien lui dit alors de se lever et qu'il va en isolement pendant un mois pour se calmer. Il le jette violemment dans la cellule et dit que s'il veut en mourir, il peut le faire là-dedans, seul. Tojo est laissé dans l'obscurité totale de l'isolement avec seulement la lumière d'une petite fenêtre. Tenant le livre, il pense qu'il n'a plus aucune envie de céder à l'obscurité. Avec un regard déterminé et rempli de haine, il se jure qu'il aura sa vengeance.
La scène avance de 15 jours, et nous voyons une main mettre une clé dans la serrure de la porte de la cellule. Le même gardien ouvre la porte et crie que c'est l'heure, lui disant de sortir s'il est encore en vie. Mais en regardant à l'intérieur, l'officier est complètement choqué et sans voix devant ce qu'il voit. De l'obscurité de la cellule émerge la silhouette de Tojo, maintenant doté d'un physique incroyablement musclé. Son corps est totalement défini et sec, montrant le résultat de son entraînement intense. Le gardien balbutie, demandant ce qu'il a bien pu faire là-dedans, et le jeune homme répond que ce n'était pas grand-chose. Avec un sourire sinistre, il prétend qu'il réfléchissait simplement à ses péchés. Ensuite, la scène nous emmène dans la cour de la prison où plusieurs détenus travaillent. Notre protagoniste traverse la cour d'un pas ferme et confiant, avec une nouvelle posture. Un des sbires de Gariki l'aperçoit de loin et semble surpris de le revoir dans les parages. Le sbire crie aux autres détenus, annonçant avec un sourire malveillant que Tojo est apparu dans la cour. Sur ce, plusieurs criminels armés de barres de fer encerclent notre héros, prêts à attaquer. Mais le protagoniste ne semble pas du tout intimidé et arbore un sourire sinistre et confiant. Puis le chef du gang, Goriki, apparaît et dit qu'il est sorti de l'hôpital plus tôt juste pour lui. Il montre la cicatrice sur son visage et jure qu'il fera payer le jeune homme au centuple. La brute ordonne alors à ses sbires de scène prendre à notre protagoniste avec tout ce qu'ils ont. Les détenus chargent en groupe vers le jeune homme, essayant de le vaincre grâce à leur avantage numérique. Notre héros se prépare au combat avec une expression sérieuse et concentrée sur son visage. Avec une vitesse incroyable, il esquive les coups et frappe les criminels avec des coups de coude précis. Goriki est choqué par la scène et hurle sur ses sbires, les menaçant s'ils ne le battent pas. Tojo serre les dents de colère et continue de se battre avec une férocité impressionnante. Il pousse un puissant cri de guerre alors qu'il se prépare à affronter le reste du gang. Le jeune homme frappe fort le sol du pied et charge les autres brutes qui l'entourent. Tel un éclair, il se déplace entre les ennemis et en abat plusieurs avec des coups rapides et brutaux. Furieux de ce qu'il voit, le chef de gang décide de se joindre au combat et scène prend à notre héros. Mais le protagoniste intercepte le coup de poing de Guriki et en profite pour saisir plusieurs barres de fer. Avec un regard plein de haine, il hurle à la brute de disparaître une bonne fois pour toutes. Il soulève ensuite le colosse et le jette de toutes ses forces sur les barres de fer. Gariki pousse un cri de douleur atroce en heurtant les barres de fer au sol. Depuis le toit, les autres membres du gang regardent la scène, choqués, et crient après leur chef. Du haut du bâtiment, notre héros jette Gariki de toutes ses forces dans la cour de la prison. Il saute ensuite du toit et atterrit sur la brute pour en finir une bonne fois pour toutes. Allongé sur le sol, il pense à ceux qui l'ont tourmenté et à ceux qui l'ont piégé. Avec un regard plein de haine, il se jure de tous les écraser. Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, des gardes et d'autres détenus se précipitent pour intervenir dans la bagarre. L'un des gardiens crie à Tojo d'arrêter ce qu'il fait avant qu'il ne soit trop tard. Il l'avertit que s'il prend la vie de la brute, il recevra certainement la peine maximale. En entendant cela, le jeune homme s'arrête et réalise qu'il ne peut pas partir sans avoir d'abord pris sa revanche. Il serre les dents de frustration et se retient de porter le coup de grâce à son ennemi. Avec un cri de rage, le protagoniste se relève tandis que les autres détenus le regardent avec crainte. Après cet incident, sa peine est augmentée de 20 ans, et sa réputation en prison change. À l'infirmerie, il se remet de ses blessures et poursuit ses études avec le livre d'anatomie. Le gardien l'informe que Goriki a été transféré et sera en fauteuil roulant pour toujours. L'officier demande si ses blessures sont guéries, et le jeune homme dit qu'il retourne dans sa cellule. Tojo réalise que maintenant, personne ne veut avoir affaire à un fou qui n'a pas peur de sa propre faim. Il sort alors du lit et marche dans le couloir avec une nouvelle aura de danger. Dans le couloir, il retrouve le vieux concierge, qui le regarde avec un sourire. Notre protagoniste dit qu'il a survécu et rappelle au vieil homme sa promesse de l'aider à s'échapper. L'homme rit et dit qu'il va l'aider, mais il a besoin que le jeune homme crée une opportunité pour eux. Notre héros demande alors ce qu'il doit faire pour que le plan d'évasion fonctionne. Le vieux détenu esquisse un sourire malicieux, révélant un plan pour notre héros. Il chuchote ensuite à l'oreille de Tojo et lui dit qu'il doit provoquer une perturbation majeure dans la prison. Le protagoniste demande ce qui vient ensuite et se demande s'il peut vraiment faire confiance au vieil homme. Tsuchiya explique que la grille d'égout de la cuisine est décellée depuis longtemps. Il dit que si le jeune homme provoque une émeute, ils pourront en profiter pour s'échapper par les égouts. L'homme dit aussi au garçon d'aller vérifier par lui-même s'il ne croit pas ses paroles. Mais notre héros dit qu'il n'en a pas besoin, et qu'il fera n'importe quoi pour sortir de cet endroit. Déterminé, il assure au vieil homme qu'il peut tout lui laisser. Quelque temps plus tard, le jeune homme est ramené par un garde dans son ancienne cellule. En arrivant là-bas, les anciens sbires de Gariki sont complètement surpris et effrayés. Le garde verrouille la cellule, et notre héros fait face aux autres détenus avec un regard intimidant. Avec un sourire sinistre, il met au défi quiconque veut venger Gariki de faire un pas en avant. Mais les brutes paniquent et disent que c'était un malentendu et qu'ils détestaient leur ancien chef. Ils commencent alors à lécher les bottes du jeune homme, disant qu'il est leur nouveau chef maintenant. Tout le monde est d'accord et commence à scander le nom du protagoniste comme nouveau chef de la cellule. Sur ce, Tojo prend le contrôle total de la cellule avec un regard de pure domination.
La scène se déplace ensuite au réfectoire où nous voyons notre héros prendre son repas. L'un des détenus prend un morceau de viande de son propre plateau et l'offre au nouveau chef. Souriant, le sbire place la nourriture sur le plateau de Tojo en signe de respect. Puis d'autres criminels se joignent à lui et commencent à offrir leur meilleure portion de nourriture. Mais le jeune homme se sent gêné et dit qu'il ne peut pas manger autant de nourriture d'un coup. À une autre table, des détenus commentent que Gariki s'est fait battre par ce nouveau venu et sera alité pour toujours. Une brute barbue se plaint que le nouveau chef n'est pas encore venu lui présenter ses respects. Un de ses sbires essaie de le calmer et dit qu'il parlera au jeune homme pour le rallier à leur cause. Le larbin prétend également qu'avec l'aide du nouveau venu, tout le quartier appartiendra à son chef, Yumi-san. Juste à ce moment, nous voyons une main frapper fort sur la table en bois pour attirer l'attention de quelqu'un. Un des sbires du grand chef s'approche de Tojo et lui demande si c'est lui qu'il cherche. L'homme se présente et lui demande pourquoi il n'est pas encore allé saluer le chef, Yumi-san. Notre protagoniste le regarde froidement et lui demande s'il a un problème avec ça. Un des nouveaux partisans du jeune homme chuchote craintivement, l'avertissant que Yumi-san est un type dangereux. Tojo regarde alors de l'autre côté du réfectoire et voit le soi-disant grand chef le fixer de loin. De loin, un des hommes de Yumi-san dit à l'autre de donner une leçon de politesse au nouveau venu. Sur ce, le sbire frappe la table et crie qu'il y a des règles à suivre dans cet endroit. Mais notre héros ne perd pas de temps et assène un solide coup de poing en plein visage de la brute qu'il a provoqué. Beaucoup de liquide rouge éclabousse partout tandis que le protagoniste le regarde froidement. Le chef Yumi-san et ses autres sbires sont complètement choqués par l'attitude du jeune homme. Les nouveaux partisans de Tojo sont également bouche bée devant cette scène de violence inattendue. L'homme est projeté en arrière par l'impact du coup et crie désespérément à l'aide à son chef. Furieux de la scène, la brute se lève et frappe la table, traitant notre héros de misérable. La scène montre le sbire au sol tandis que Tojo fait face au grand chef avec un regard de défi. Les partisans de Yumi-san sont choqués par la scène et demandent si c'est bien réel. Sur ce, le visage du grand chef barbu se crispe avec une expression de pure fureur et de haine. Les autres sbires de la brute se taisent, et l'un d'eux couvre même sa bouche d'étonnement. Allongé sur le sol, l'homme qui a été frappé crie furieusement qu'il va achever notre protagoniste. Mais Tojo se tourne simplement et fait face à l'énorme Yumi-san sans montrer le moindre signe de peur. La brute dit alors que de toute sa vie, il n'a jamais vu quelqu'un d'aussi arrogant que le nouveau venu. Le jeune homme répond que maintenant il en a vu un, juste en face de lui. Juste à ce moment, un garde apparaît en criant et dit à tout le monde de retourner immédiatement à leur repas. Le grand chef grogne de colère et prévient que notre héros regrettera amèrement de l'avoir défié. Il se tourne pour partir et donne rendez-vous pour un règlement de compte à la pause du lendemain. Le sbire agressé reste au sol et pleure désespérément, appelant son chef qu'il a abandonné. Alors, l'un des nouveaux alliés de Tojo l'avertit que demain ils les attaqueront avec tout ce qu'ils ont, mais le protagoniste les traite de lâches et dit qu'ils n'ont qu'à s'occuper de tout le monde en même temps. Les autres détenus ont peur et ne savent pas comment réagir face à l'assurance de leur nouveau chef. Un des partisans de notre héros s'agenouille alors au sol avec une nouvelle détermination. Il s'excuse auprès du chef d'avoir eu peur et s'incline en signe de loyauté. Il se relève ensuite et crie que le lendemain, ils se battront de toute leur force. Tous les autres détenus s'enflamment et lèvent le poing tandis que Tojo reste calme et sérieux. Pendant la nuit, notre protagoniste se lève et prend la couverture de son compagnon de cellule endormi. De ses mains, il commence à tordre fermement le tissu, le transformant en une sorte de corde. Cette nuit-là, notre protagoniste finit de tordre une couverture, la transformant en une arme improvisée. Le lendemain, pendant la pause, nous voyons la cour de la prison avec les détenus vacants à leurs occupations. 2 gardes surveillent tout de près pour s'assurer qu'aucun problème ne survienne. À ce moment-là, l'un des détenus s'approche et offre des cigarettes de bonne qualité à l'un des gardiens. Les 2 gardes acceptent l'offre et s'éloignent pour fumer une cigarette. Yumi-san et ses sbires remarquent le mouvement et voient que les gardes sont opportunément distraits. Pendant ce temps, le gang de notre héros est assis sur un toit, attendant le bon moment pour agir. L'un de ses partisans informe alors le chef que les ennemis sont enfin arrivés au lieu de rendez-vous. Sur ce, notre protagoniste arbore un sourire confiant et semble plus que prêt pour le combat. Il se tourne ensuite vers ses hommes et leur demande à tous de montrer leur détermination dans la bataille. Les 2 gangs courent l'un vers l'autre, et l'énorme bagarre commence enfin dans la cour. L'un des alliés de notre héros assène un puissant coup de poing au visage d'un des sbires de Yumi-san. L'homme se fait sévèrement tabasser, et son visage est couvert de liquide rouge sous la force des coups qu'il reçoit. Un autre des partisans du jeune homme se joint également au combat et porte un coup dévastateur à un autre ennemi. Un des rivaux regarde en arrière et voit que les gardes sont encore loin et ne viendront pas l'aider. Finalement, l'un des gardes remarque la bagarre et se plaint avec colère qu'une autre rixe a encore commencé. Le combat continue avec le gang du protagoniste dominant complètement les sbires de Yumi-san. Les gardes se mettent à courir et à siffler, essayant désespérément de contrôler la situation qui a dégénéré. Juste à ce moment, notre héros assène un coup de pied sauté de toutes ses forces en plein dans le dos du grand chef Yumi-san. La brute serre les dents de douleur et de surprise face à l'attaque soudaine et puissante du jeune homme. Au milieu du chaos, l'un des gardes tente d'utiliser sa matraque mais est arrêté par un détenu. L'officier crie que c'est une violation des règles et ordonne d'appeler rapidement une équipe de sécurité.
Le sol de la cour se couvre de liquide rouge alors que le chaos généralisé se poursuit. À ce moment, l'un des partisans de Tojo regarde autour de lui avec une expression visiblement inquiète. Il réalise alors que le chef a disparu au milieu du combat et se demande où il est passé. Pendant ce temps, notre protagoniste profite de la distraction et s'échappe discrètement dans un bâtiment. À l'intérieur, le vieil homme le félicite pour son bon travail et dit qu'ils peuvent enfin s'échapper. Le sourire aux lèvres, l'homme âgé dit à notre héros de le suivre sans perdre plus de temps. Les deux marchent alors à la hâte dans un couloir en direction de la voie d'évasion prévue. Ils arrivent à la cuisine, et le vieil homme s'arrête juste devant la grille d'égout qu'il avait mentionnée. Sans grande difficulté, l'homme âgé soulève la lourde grille métallique, révélant le passage. Il se tourne alors vers le jeune homme avec un sourire satisfait, son plan fonctionnant à merveille. Notre protagoniste regarde le passage avec une expression sérieuse et déterminée. Le vieil homme utilise un outil pour finir de desserrer la grille pendant que Tojo attend le signal. L'entrée de l'égout sombre et sale s'ouvre, révélant le chemin vers leur liberté tant attendue. L'un d'eux met le pied dans les hauts salles du tunnel et commence le voyage à travers l'obscurité de l'égout. Le vieil homme l'avertit que l'odeur est horrible, mais qu'il doit tenir bon un moment. Notre protagoniste se couvre le nez pour tenter de supporter la puanteur insoutenable de cet endroit. Il continue d'avancer dans le tunnel sombre tandis que plusieurs rats passent en courant près d'eux. L'égout est complètement infesté de rats partout, créant une scène dégoûtante. Le vieil homme annonce alors qu'ils ont enfin atteint leur destination au bout du tunnel. Ils arrivent à une grande grille métallique qui semble être la sortie finale de l'égout. Notre protagoniste demande alors ce qu'ils vont faire maintenant pour sortir de là. Mais l'homme âgé lui dit de se détendre car il a déjà pris toutes les dispositions nécessaires. Il révèle qu'il y est déjà venu plusieurs fois et qu'il a réussi à desserrer l'une des barres de fer. Sur ce, le vieil homme dit au jeune homme de pousser fort sur la barre pour ouvrir le passage. Tojo s'approche de la grille et, avec un peu d'effort, parvient à déloger la barre de métal. Le passage est ouvert, et ils peuvent enfin sortir de l'égout de la liberté. Mais en sortant, notre héros est surpris par une attaque inattendue de son compagnon. Le vieil homme enfonce un objet pointu dans la poitrine du jeune homme avec un sourire malveillant. Il dit que la mission du protagoniste se termine là, et qu'il va exaucer son vœu de disparaître. Sous le coup, Tojo recule en titubant et tombe au sol, ressentant une douleur immense. L'homme se retourne alors et commence à s'éloigner, laissant le jeune homme derrière lui. Mais notre héros parvient à attraper la jambe du vieil homme avant qu'il ne puisse s'échapper. Le traître est choqué de voir que le jeune homme est encore en vie et le regarde avec surprise. Tojo dit alors qu'il trouvait étrange qu'un parfait inconnu l'aide de la sorte. Il révèle que par précaution, il avait plusieurs choses sur son corps pour se protéger. Sur ce, il montre que l'objet n'a percé que le livre qu'il avait caché dans ses vêtements. Le vieil homme loue l'intelligence du jeune homme tandis que Tojo dit qu'il ne fera plus confiance à personne. Mais l'homme âgé lui rappelle que c'est lui qui lui a appris à se battre et le met au défi de l'affronter. Sans perdre de temps, Tojo se jette sur le traître et l'attaque avec un puissant coup de poing. Le vieil homme tient fermement la lame et semble prêt pour un combat sérieux. Il dit alors qu'il n'y a qu'une seule chance de gagner et rejette la faute sur la naïveté du jeune homme s'il perd. Mais notre protagoniste n'est pas décontenancé par la provocation et relève le défi avec détermination. D'un geste rapide, il jette la couverture humide tordue sur l'ennemi et, profitant de la distraction, il assène un coup de poing dévastateur en plein visage de l'homme âgé. Le vieil homme tombe au sol en hurlant de douleur et se couvre désespérément le visage avec ses mains. Il réalise alors que c'est de la chaux et demande quand le jeune homme a réussi à préparer tout ça. Tojo révèle qu'il était au courant de la lame et de l'acide grâce à un type qui a vendu la mèche. Même aveuglé, le traître se relève furieusement et jure qu'il entraînera le protagoniste dans sa chute. Mais notre héros montre une fiole de poison et lui demande si c'est ce qu'il cherche. Dans un flashback, nous voyons que le jeune homme a échangé la fiole d'acide contre une fiole d'eau sans que le vieil homme ne le voie. Le visage du vieil homme se tord dans un mélange de choc et de pure rage à cette révélation. Furieux, le vieil homme attaque avec la lame, mais le jeune homme esquive facilement les coups. Notre protagoniste contre-attaque alors avec un autre coup de poing précis en plein sur le menton de l'ennemi. Et pour finir, il lui assène un puissant coup de pied qui envoie le traître voler au loin. À terre et vaincu, le vieil homme admet qu'il a été vraiment naïf de sous-estimer le jeune homme. Tojo ramasse alors la lame et dit qu'il ne fera pas la même erreur une seconde fois avec lui. Le vieil homme déplore que ce soit une honte d'être vaincu par quelqu'un comme notre protagoniste. Sans hésitation, notre héros porte le coup de grâce au traître, mettant fin à tout d'un seul coup. Pour scène assurée, notre héros prend la fiole d'acide et la verse sur le corps du vieil homme. Il remercie ensuite le traître de l'avoir rendu un peu plus fort avec tout ce qui s'est passé. Enfin libre, il marche sur un chemin de terre avec la silhouette de la ville en arrière-plan. Le jeune homme ferme les yeux et prend une profonde inspiration, sentant le parfum de la liberté pour la première fois. Il attache ensuite des morceaux de viande sur son dos avec des sangles improvisées. Puis il jette le paquet improvisé à Léo pour servir d'appât et de diversion. Libre et avec un nouveau but, il se dit que l'heure de sa vengeance a sonné. La scène se déplace ensuite dans un restaurant où des gardiens de prison sont en train de manger. Le propriétaire de l'endroit commande qu'il recherche l'évadé qui n'a pas encore été attrapé. L'un des gardes confirme et dit qu'il pensait qu'il y avait 2 évadés, pas un seul.
Le propriétaire explique alors que le jeune homme a été retrouvé sans vie, tandis que le vieil homme a disparu. Avec un sourire, l'un des officiers dit que le vieil homme n'est pas une personne ordinaire à qui avoir affaire. Il arrache alors l'étiquette d'identification d'un uniforme de prisonnier qu'il possède. Dans l'imagination du garde, il voit la scène de Tojo versant de l'acide sur le corps du vieil homme. Le propriétaire du restaurant commente que le départ du jeune homme était assez tragique de toute façon. Mais l'officier dit qu'il le méritait car il a été emprisonné pour des crimes terribles et impardonnables. Un autre garde révèle alors que les parents du jeune homme ont volé le rapport d'autopsie pour prouver son innocence. L'officier est choqué par la révélation et commence à faire le lien entre les différents éléments de l'histoire. Il réalise que les parents ont été éliminés pour que la vérité n'éclate jamais. Pendant ce temps, dans le même restaurant, un homme en casquette se lève, ayant apparemment tout entendu. L'un des gardes interpelle l'homme à la casquette, et le jeune homme se tourne lentement pour lui faire face. L'officier ne le reconnaît pas et le fixe simplement avec une expression sérieuse et légèrement méfiante. Il l'avertit ensuite de ne pas trop traîner car un dangereux fugitif est en liberté dans la ville. Avec une expression calme, notre protagoniste dit qu'il comprend l'avertissement du gardien de prison. Ailleurs, on voit un homme bien habillé marcher et siffloter calmement dans la rue. Notre héros déguisé l'observe à distance et commence à le suivre sans se faire remarquer. L'homme continue sa promenade et se demande ce qu'il va manger en rentrant chez lui plus tard. Mais soudain, il est surpris par derrière, et une lame est pressée contre son cou. Le jeune homme panique et dit qu'il n'a pas d'argent car il n'est qu'un employé à temps partiel. Notre protagoniste lui dit de se taire et de répondre honnêtement à ses questions. Il lui demande alors qui lui a ordonné de piéger Gaku Tojo, et l'homme est choqué. Le jeune homme demande ce qu'il voulait dire par vous deux, et l'homme devient visiblement nerveux. Il crie à notre héros de ne pas s'en mêler et le menace, lui disant de partir immédiatement. Tojo a un flashback de son ami Yuji et se demande s'il a aussi été blessé à cause de lui. Sans hésiter une seconde, il enfonce la lame dans la jambe de l'homme de toutes ses forces. Alors que le jeune homme hurle de douleur, notre protagoniste retire sa casquette et demande qui a fait ça à Yuji. L'homme est terrifié en reconnaissant enfin son agresseur et demande s'il est Tojo. Notre héros ignore la question et exige de savoir qui l'a forcé à faire un faux témoignage au tribunal. Mais le jeune homme refuse de parler et dit que le cerveau n'est pas quelqu'un qu'il peut vaincre. En colère face à l'entêtement de l'homme, notre protagoniste l'agresse avec une série de coups de poing. La lame sous la gorge, Tojo lui met la pression et lui donne une dernière chance de coopérer. Effrayé, le jeune homme dit qu'il ne sait pas qui est le cerveau, mais révèle que Reiya Amano l'a payé. Notre protagoniste est surpris par ce nom et se demande qui peut bien être cette Reiya Amano. Il se souvient d'elle et réalise que, puisqu'elle est la meilleure amie de Mayo, elle doit connaître toute la vérité. Furieux et rempli de haine, il exige de savoir où trouver cette fille. L'homme supplie pour sa vie et révèle qu'elle travaille comme hôtesse à la boîte de nuit Grandia. Le jeune homme dit qu'il lui a tout raconté et supplie d'être épargné, car il a été menacé pour le faire. Il continue de supplier pour sa vie et promet de coopérer si notre héros le laisse partir. Mais notre protagoniste n'écoute pas et bâillonne l'homme pour qu'il ne puisse pas crier. Avec un regard froid, il dit au jeune homme de ne pas s'inquiéter car il ne va pas l'achever maintenant. Puis notre héros lui donne simplement un grand coup de pied pour le faire tomber dans un puits voisin. Deno, il l'avertit que s'il lui arrive quelque chose, l'homme restera là à mourir de faim. Après cet avertissement, il se retourne et s'en va, laissant le jeune homme piégé dans l'obscurité du puits. Au fond du puits, l'homme est complètement terrifié par son sort cruel et incertain. Notre protagoniste quitte alors les lieux et poursuit son chemin en quête de vengeance. Il se cache ensuite et observe de loin un homme couvert de bandages assis près d'un feu de camp. L'homme se lamente que quelqu'un soit décédé et dit qu'il n'a même pas pu se venger de celui qui a fait ça. Avec un regard déterminé, notre héros reconnaît l'homme comme étant son vieil ami, Yuji. Dans un flashback, on voit que Yuji était un dur à cuire qui prenait toujours la défense des plus faibles. Il réconforte ensuite le jeune Tojo et lui promet que personne ne s'en prendra plus jamais à lui. Yuji frappe alors le sol de colère et jure qu'il trouvera la vérité pour prouver l'innocence de son ami. Après avoir crié, il finit par s'évanouir d'épuisement juste là, près du feu de camp allumé. Notre héros pense qu'il ne peut plus impliquer son ami et jure de régler cette dette seul. Sur ce, il se rend à la boîte de nuit Grandia pour enfin trouver cette Reiya Amano. Là, il voit une brute sortir avec une fille qui semble être Amano. La jeune femme dit au revoir à l'homme, le remercie pour la soirée et lui promet une prochaine fois. Puis elle regarde sa montre et se dit qu'il est temps pour elle de partir. Notre protagoniste se met alors à la suivre prudemment dans les rues sombres de la ville. Il sort alors une lame et se prépare à l'approcher pour obtenir les réponses dont il a besoin. Mais son sac fait un bruit, et il est surpris, pensant avoir été découvert. La fille répond à son téléphone et dit qu'elle a déjà quitté le travail et se dirige vers l'endroit habituel. Notre héros continue de la suivre de près pour découvrir où se trouve ce lieu de rendez-vous. Elle entre alors dans un endroit appelé Net Paradise, et le jeune homme observe tout de loin. Il pense que l'endroit appartient à un criminel nommé Haruto Kagami, et qu'elle a rendez-vous avec lui. Le protagoniste écrase une canette et réalise que ce Kagami arrivera bientôt et que c'est sa seule chance. Il entre alors dans l'endroit, et la fille le prend pour quelqu'un d'autre et se plaint du retard. Mais quand elle se retourne,
Elle prend peur et demande qui il est et comment il est entré. Calmement, notre héros brandit une canette de soda et dit qu'il est juste venu livrer une boisson. La fille tend la main pour prendre la canette sans se douter de rien. Mais d'un mouvement rapide, il saisit l'occasion et lui attrape le poignet de toutes ses forces. Avec ça, il l'immobilise et presse la lame contre son cou, l'avertissant de ne faire aucun bruit. Avec un regard froid, le protagoniste lui demande alors si elle le reconnaît. Elle est complètement choquée et balbutie le nom de Tojo, se demandant comment il est en vie. Il lui demande alors pourquoi elle l'a piégé, mais la fille le nie et demande s'il pense vraiment que c'était elle. Elle explique que le coup monté a coûté beaucoup d'argent et que si elle avait ce genre de somme, elle ne serait pas là. Notre héros demande alors sérieusement qui était le vrai cerveau derrière tout ça. Amano l'avertit qu'il vaut mieux qu'il ne sache pas, car le type est intouchable et lui dit de s'enfuir. Mais le protagoniste presse la lame plus fort, faisant une petite coupure sur son cou. Avec un regard fou, il lui donne une dernière chance de parler avant que quelque chose de pire n'arrive. Effrayée, elle révèle enfin que le cerveau était Koki Yoshida, laissant notre héros surpris. L'image d'un homme aux cheveux blancs lui vient à l'esprit, et il se demande pourquoi ce serait lui. La fille pointe alors l'intérieur de l'endroit et révèle que la personne qu'il cherche attend. Amano dit qu'elle lui a dit tout ce qu'elle sait et le supplie d'arrêter de creuser et de simplement partir. Mais le jeune homme dit que ses parents sont partis, et maintenant il a une raison de continuer à vivre. Il la laisse alors partir et dit calmement qu'ils pourront prendre un verre un de ces jours. La fille se retourne et semble d'accord avec la proposition tout en écrivant quelque chose sur un bout de papier. Mais notre héros dit qu'il ne lui reste que la vengeance et lui dit de choisir si elle est avec lui ou contre lui. Elle lui tend alors le papier et promet de tout expliquer plus tard, lui demandant de partir vite. Tojo prend le papier et voit que ce qui ressemble à un numéro de téléphone est écrit dessus. Il accepte d'appeler le lendemain mais prévient qu'il n'aura aucune pitié si elle essaie de le tromper. À ce moment-là, le soi-disant Koki Yoshida apparaît dans le couloir avec ses sbires et se dirige vers notre héros. Le groupe s'approche, et le protagoniste fait face à l'homme en costume rose avec un regard sérieux et concentré. Une goutte de sueur coule sur son visage alors qu'il se prépare à la rencontre inévitable. Les deux se retrouvent alors face à face au milieu du couloir dans un moment de pure tension. Yoshida le fixe un instant et pense qu'il a déjà vu ce visage quelque part. Il demande alors ce qui est arrivé au cou du jeune homme, et celui-ci invente une excuse. Plus tard, allongé dans son lit, notre protagoniste se remémore les événements de cette nuit fatidique. Dans un flashback, il se souvient d'avoir vu Yoshida parler et boire avec Mayo au bar karaoke. Il se souvient aussi d'avoir vu Amano et Mayo chanter ensemble pendant qu'il observait tout de loin. La scène de lui-même évanoui, ivre à la table, lui revient aussi clairement à l'esprit. Puis il se souvient d'avoir vu Yoshida et Mayo partir main dans la main alors qu'il était ivre. Les larmes aux yeux, il se demande pourquoi ce misérable lui a tout pris de cette façon. Le poing serré de haine, le jeune homme crie le nom de Yoshida de toutes ses forces. Le lendemain, on voit notre héros utiliser une cabine téléphonique pour passer un appel important. Il organise alors une rencontre avec Amano au parc près de la rivière pour le soir même. À l'autre bout du fil, la fille accepte le rendez-vous et semble comprendre la situation. Ailleurs, on voit Amano chanter avec un homme sur un canapé pour sauver les apparences. Cette nuit-là, la fille arrive au lieu de rendez-vous et attend seul notre protagoniste. Notre héros apparaît alors derrière elle avec une expression sérieuse et déterminée sur son visage. Sans tourner autour du pot, il va droit au but et demande exactement comment ses parents sont morts. La fille révèle alors que ses parents ont obtenu le rapport d'autopsie original et prévoyaient un nouveau procès. Mais Yoshida a eu peur que la vérité ne fuit et a organisé un accident pour les éliminer tous les deux d'un coup. L'image de ses parents sans vie revient à l'esprit du protagoniste, le remplissant de douleur et de haine. Les larmes aux yeux, la jeune femme se tourne vers le jeune homme et s'excuse pour tout ce qui lui est arrivé. Furieux, il la bouscule et crie que s'excuser maintenant ne signifie absolument rien pour lui. Elle dit qu'elle n'attend pas de pardon, mais veut dire toute la vérité comme une forme de repentance. Il l'attrape alors et lui demande ce qu'il y avait dans le rapport et comment Mio est vraiment morte. Amano révèle que le rapport montrait des fluides de 3 hommes différents, mais aucun n'était le sien. Notre protagoniste est complètement choqué par cette révélation et ne croit pas ses oreilles. Elle continue et dit que Yoshida et ses amis ont offert de l'argent, et que Mio y est allé volontairement. Dans un flashback, on voit le méchant offrir une carte à la fille pendant que d'autres hommes regardent. Mayo demande alors avec un air malicieux quel genre de divertissement ils avaient en tête pour la soirée. Amano dit qu'ils l'ont forcée à consommer des substances, et avec une forte dose, elle n'a pas survécu. La scène montre Mayo à une fête pendant qu'un type lui propose plus de substances à consommer. Puis, un homme la force à consommer une poudre blanche contre son gré au milieu de la fête. Un des types les mène alors dans une chambre et l'importune alors qu'elle est complètement sans défense. Soudain, il réalise qu'elle ne bouge plus et panique face à la situation inattendue. Tojo est dévasté et n'arrive pas à croire que la fille qu'il aimait était ce genre de personne. En colère, il la serre fort et lui demande pourquoi ils ont décidé de le piéger, lui, entre tous. Elle explique qu'il avait besoin d'un coupable et ont utilisé l'histoire de la confession pour créer la supercherie. Avec un regard sombre, notre protagoniste demande si tout ce qu'elle lui a dit est vraiment vrai. Amano révèle que Yoshida a aussi menacé sa vie,
C'est pourquoi elle le déteste aussi énormément. Le poing serré de haine, le jeune homme se jure d'écraser le méchant quoi qu'il arrive. Mais la jeune femme l'avertit qu'après l'incide, le père de Yoshida a engagé 8 gardes du corps pour lui. Elle explique que ce sont tous des professionnels et qu'il ne pourra jamais s'approcher, donc il devrait s'enfuir. La fille essaie encore de le convaincre, disant qu'elle est sûre que ses parents voudraient qu'il vive. Notre héros dit qu'il la laissera vivre pour avoir dit la vérité mais l'avertit de ne pas s'en mêler. Il lui demande alors de venir avec lui, et ils traversent ensemble la passerelle du parc. Le jeune homme explique que par précaution, il ne peut la laisser partir tant que tout ne sera pas enfin résolu. Il lui demande alors de lui donner son téléphone portable, et la jeune femme obéit sans discuter son ordre. Mais soudain, le protagoniste l'attaque par derrière avec un coup précis à la nuque. Il la jette alors dans le puits, et elle dit qu'elle le mérite mais le supplie de ne pas mourir ainsi. Avec un regard froid, le jeune homme l'avertit que s'il disparaît, elle pourra mourir de faim là-dedans avec l'autre gars. Au fond du puits, Amano regarde l'autre prisonnier et pense que c'est sa punition méritée. La scène nous emmène ensuite dans une boîte de nuit où l'on voit Yoshida s'amuser avec une fille dans ses bras. Caché dans la foule, notre héros observe le méchant de loin avec un regard de pure vengeance. Il voit Yoshida sur scène entouré de gardes du corps et réalise qu'il sera difficile de s'approcher de lui. À ce moment-là, la compagne du méchant s'approche et l'invite à aller aux toilettes ensemble. Yoshida sourit à la proposition et commente qu'elle est très audacieuse de suggérer cela devant tout le monde. Il dit à sa sécurité d'attendre et s'éloigne avec la jeune femme sous les yeux de notre héros. Notre protagoniste réalise que c'est sa seule chance et que cela vaut la peine de tout risquer maintenant. Mais quand il essaie de suivre, un des gardes du corps l'arrête et lui dit de s'arrêter immédiatement. Le jeune homme le regarde alors froidement et lui demande s'il ne peut même pas aller aux toilettes en paix. Le garde continue de le fixer d'un air suspicieux, essayant d'évaluer la situation. Après un moment de tension, le garde du corps cède finalement et lui dit d'y aller. Déjà dans les toilettes, notre héros entend des bruits suspects venant de l'intérieur d'une des cabines. Il s'approche de la porte et frappe pour attirer l'attention de la personne à l'intérieur. De l'intérieur, le méchant lui crie de ne pas les déranger, et notre héros se prépare à attaquer. D'un coup de pied puissant, il défonce la porte par le bas et frappe Yoshida en plein avec l'impact. La fille qui était avec le méchant est par terre, complètement effrayée par l'intrusion soudaine. Furieux, Yoshida se lève et crie, demandant qui diable il est et s'il veut mourir. Sans perdre de temps, notre protagoniste se jette, une lame à la main, sur son ennemi. La compagne du méchant hurle de terreur alors que Tojo parvient à lui trancher le cou. Yoshida se tient le coup de douleur et crie, demandant ce que le jeune homme fait là. Notre héros assène alors un coup de poing dévastateur en plein visage de son adversaire de toutes ses forces. Il attrape alors le méchant et presse fermement la lame contre sa gorge. Complètement terrifié, Yoshida reconnaît enfin son agresseur et murmure le nom de Tojo. À ce moment-là, les gardes arrivent, et le méchant leur crie d'attraper notre protagoniste aussi vite que possible. Mais pour s'échapper, le jeune homme donne un coup de pied de toutes ses forces dans les toilettes, les brisant en 1000 morceaux. Il utilise ensuite les toilettes cassées comme support et saute par-dessus le mur de la cabine pour s'enfuir. Le jeune homme réussit à sauter par-dessus la cabine, et les gardes du corps sont choqués par son agilité. Sans hésiter, il se jette contre la fenêtre de la salle de bain et la brise sous l'impact pour s'échapper. Agacé par la fuite, le méchant offre 2 millions à quiconque pourra capturer notre héros. Avec l'argent en jeu, les gardes du corps n'hésitent pas et sautent par la fenêtre à la poursuite du fugitif. Avec les sbires à ses trousses, le protagoniste court désespérément à travers les rues sombres de la ville. Les brutes lui crient de s'arrêter, mais le jeune homme continue de courir sans se retourner. Après un moment, les sbires le perdent de vue et se demandent où il a bien pu aller. Mais notre héros se cachait tout ce temps dans un tas de sacs poubelles à proximité. Il pense que c'était trop juste, mais maintenant son identité a été révélée, et il n'a plus de temps. Mais avec la lame en main, il croit qu'il a encore une chance de se venger. La scène nous emmène ensuite devant un hôtel de luxe où une voiture noire est garée. À l'intérieur, Yoshida demande à ses hommes s'ils sont sûrs que l'agresseur était bien Tojo. Avec un regard furieux, le méchant leur dit de l'attraper quoi qu'il arrive, car il veut l'achever personnellement. Pendant ce temps, la scène nous ramène au puits où les 2 prisonniers sont piégés. À l'intérieur, Amano et l'autre jeune homme sont faibles et se plaignent de mourir de soif. Mais soudain, une corde est jetée dans le puits, les prenant tous les 2 par surprise. Ils lèvent les yeux et voient que c'est notre protagoniste qui est revenu pour eux. Surprise par son retour, la fille lui demande alors s'il a réussi à achever Yoshida. Avec un air frustré, notre héros répond simplement qu'il a fini par tout gâcher à la fin. À ce moment-là, l'autre jeune homme rampe sur le sol et supplie désespérément pour de l'eau. Sur ce, notre héros leur jette un sac contenant des bouteilles d'eau et de la nourriture dans le puits. L'homme attrape une des bouteilles et boit l'eau désespérément pour étancher sa soif. Notre protagoniste les observe d'en-haut, mais soudain quelque chose d'inattendu se produit. Le téléphone portable d'Amano se met à sonner, et à sa surprise, le nom de Koki Yoshida apparaît à l'écran. Il fait alors un geste de silence aux 2 prisonniers et leur dit de ne faire aucun bruit. À l'autre bout du fil, le méchant crie furieusement, demandant où diable la fille est passée. Sans dire un mot, notre héros répond à l'appel et attend la réaction de son ennemi.
Yoshida réalise alors que Amano est avec Tojo, et le jeune homme confirme ce soupçon sans hésitation. Le méchant demande où ils sont, mais le protagoniste l'avertit que leur prochaine rencontre sera sa fin. Mais Yoshida révèle que son ami Yuji est avec lui et l'invite à venir le chercher. Furieux, notre héros crie que c'est entre eux et dit au méchant de libérer son ami immédiatement. L'ennemi demande alors si le jeune homme viendra tranquillement s'il décide de libérer son ami. Tojo fait une contre-offre et propose d'échanger les deux prisonniers contre la liberté de Yuji, mais le méchant rit et dit qu'il se fiche éperdument de la vie de ces deux-là. Notre protagoniste reste silencieux un instant, réalisant que son marché n'a pas fonctionné. Il bluffe alors et dit qu'une copie du rapport a survécu et peut prouver la culpabilité du méchant. Mais Yoshida ne le croit pas et dit que si c'était vrai, il l'aurait signalé il y a longtemps. Agacé par la conversation, le méchant perd patience et demande ce qu'il veut vraiment. Le jeune homme crie alors qu'il veut juste laver son nom car il ne veut pas encore mourir. Il pense qu'il voulait achever l'ennemi de ses propres mains, mais maintenant il n'a plus d'autre choix. Yoshida propose alors un marché et offre de l'argent et une protection s'il apporte la copie du rapport. Notre héros écoute toute la proposition au téléphone avec une expression sérieuse et concentrée. Avec un regard déterminé, il accepte le marché et dit au méchant d'envoyer le lieu de rendez-vous. Puis le protagoniste raccroche, mettant fin à la négociation avec son plus grand ennemi. Les deux prisonniers paniquent et l'avertissent que c'est de toute évidence un piège suicidaire. Mais Tojo répond froidement qu'il le sait déjà, et que malheureusement, il n'y a pas d'autre moyen. Il jette alors le téléphone portable par terre, et dit qu'il ne reviendra peut-être pas, et qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Désespéré, Amano l'attrape et lui crie qu'il va courir à sa perte car il n'a même pas la copie du rapport. Le jeune homme dit qu'il ne peut plus entraîner Yuji là-dedans et que c'est sa dernière chance. Quelque temps plus tard, on voit notre héros dans un magasin de vêtements en train de choisir une nouvelle tenue pour la confrontation. Avec ses nouveaux vêtements, il marche dans la rue pendant qu'un cuisinier se plaint de la disparition de son couteau. Pour son plan, le protagoniste s'arrête dans un magasin et achète 2 bouteilles d'alcool fort. La scène nous emmène ensuite dans un bâtiment abandonné et en ruine où il fait ses préparatifs. À l'intérieur, il allume un feu et s'assoit par terre avec les boissons et les couteaux qu'il a pris. Avec une grande concentration, le jeune homme commence à s'envelopper les mains, se préparant pour la bataille finale. Il verse ensuite la boisson sur le sol et utilise le feu pour créer un cercle de flammes autour de lui. Les mains bandées, le jeune homme les frappe violemment contre le sol dans un geste de détermination. Il s'incline ensuite avec une profonde révérence, montrant tout son respect pour quelqu'un. À genoux, notre protagoniste s'incline vers la ville comme pour dire adieu. Il demande alors de la force à ses parents et promet qu'il obtiendra sa vengeance et les rejoindra peu après. Le lendemain, notre héros observe la ville depuis un toit alors que la neige commence à tomber. Au manoir de Yoshida, les gardes de sécurité sont surpris de voir que le misérable s'est réellement montré. D'un pas ferme, le protagoniste marche vers les hommes de main sans montrer la moindre peur. Depuis un balcon, le méchant observe la scène avec un sourire satisfait et confiant. Il donne alors l'ordre à ses sbires, s'assurant que le jeune homme ne quitte pas cet endroit vivant. Un des gardes tente une attaque surprise par derrière, mais notre héros esquive avec agilité. Sur ce, il est complètement encerclé par les brutes tandis que le méchant se contente de tout observer. Le protagoniste crie alors avec colère sur son ennemi et lui dit de descendre pour l'affronter une bonne fois pour toutes. Avec un sourire moqueur, Yoshida l'invite à entrer pour parler, car il fait froid. Les gardes de sécurité ouvrent les immenses portes du manoir pour que notre héros puisse enfin entrer. Mais il exige qu'il libère Yuji d'abord, sinon il quittera les lieux immédiatement. Le méchant fait alors un geste de la main et semble accepter la demande de notre protagoniste. Puis Yuji est jeté dehors et agressé par les hommes de main devant son ami. Le jeune homme soutient son ami, et le méchant dit fièrement qu'il est un homme qui tient toujours ses promesses. Un des gardes remet en question la décision et demande s'ils ne perdront pas leur avantage sur Tojo. Mais Yoshida sourit et doute qu'il s'enfuirait en portant un poids mort avec les bras et les jambes cassés. Yuji est choqué de voir que son ami est vivant, et Tojo s'excuse de l'avoir entraîné dans cette histoire. Mais son ami lui crie dessus et lui demande s'il a l'air d'un lâche, car ils sont là-dedans ensemble. Deno, le méchant se lasse de la comédie et leur crie d'arrêter de parler et d'entrer. Yuji le retient alors et l'avertit de ne pas entrer car l'endroit est rempli d'hommes de main et ce sera sa fin. Notre héros crie à Yoshida de libérer son ami et promet qu'il entrera dans le manoir pour tout régler. Mais Yuji refuse de partir et crie qu'il n'ira nulle part car il va tout régler ici même. Tojo lui dit alors au revoir et demande à son ami de vivre une belle vie et de visiter sa tombe de temps en temps. Le regard déterminé, il regarde les gardes emmener son ami pendant qu'il se prépare pour le combat. Seul, notre héros entre enfin dans le manoir et fait face aux hommes de main qui l'attendent à l'intérieur. À l'intérieur, le méchant descend les escaliers avec un air de supériorité pour rencontrer son adversaire. La porte est fermée, et le protagoniste avance dans un couloir rempli de lames au sol. Ses yeux brillent d'une fureur rouge alors que la neige continue de tomber dehors. 2 brutes armées de bâtons se positionnent pour bloquer le passage de notre héros. Du haut des escaliers, Yoshida demande s'il a enfin apporté ce sur quoi il s'était mis d'accord auparavant. Mais le jeune homme répond qu'il n'est pas un idiot et demande si le méchant pense qu'il apporterait quelque chose d'aussi important. En colère,
l'ennemi lui crie d'arrêter de tergiverser et lui demande s'il pense avoir peur de ça. Sur ce, un groupe d'hommes de main charge vers le protagoniste, prêt à l'attaque. Mais notre héros sort 2 bouteilles de boisson et leur dit de ne pas être tendu et de s'amuser. Le méchant le regarde avec dédain et demande si c'est une sorte de cadeau pour lui. La caméra se concentre sur les 2 bouteilles de boisson que le protagoniste tient fermement dans ses mains. À ce moment, une paire de chaussures élégantes entre en scène, attirant l'attention de tous. À la porte du manoir, un homme imposant apparaît avec la silhouette d'autres hommes de main derrière lui. Yoshida est complètement choqué et demande ce que son père fait à cet endroit. D'un air sérieux, l'homme répond qu'il est là pour nettoyer le bazar que son fils a causé. Sur ce, les hommes de main du père de Yoshida amènent Yuji et Amano bâillonnés dans le manoir. Notre protagoniste est complètement surpris de voir ses connaissances capturées de cette manière. Les 2 otages ont l'air abattus et désespérés alors qu'ils sont surveillés de près par les brutes. L'homme dit alors que si on veut faire quelque chose, il faut le faire bien et sans laisser de traces. Le méchant est choqué et demande si son père va éliminer tout le monde, étant donné que Amano était de leur côté. Mais l'homme plus âgé le traite de naïf et lui demande s'il pense vraiment que la fille lui est loyale. Il révèle alors à tout le monde que c'est elle qui a fait fuiter le rapport d'autopsie aux parents de notre héros. Tojo reste sans voix face à cette révélation et regarde la jeune femme, essayant de comprendre toute la situation. Furieux de la trahison, Yoshida gifle violemment la jeune fille de toutes ses forces. Il lui crie dessus et la traite de traîtresse pour l'avoir poignardée dans le dos après avoir pris son argent. Mais Amano lui fait face et dit que malgré tout, son cœur n'est pas pourri comme le sien et celui des autres. La jeune femme révèle également qu'elle ne supportait pas de voir les parents du jeune homme chercher des témoins partout. Le père du méchant se met en colère et lui donne un violent coup de pied, promettant de l'enterrer avec Tojo. L'homme se tourne alors vers le protagoniste et lui demande s'il est le fameux Manabu Tojo qu'il recherche. Notre héros répond avec indignation qu'il lui a fait traverser tout ça sans même connaître son visage. Avec un sourire cruel, l'homme dit qu'il n'a pas besoin de connaître les gens qui valent moins que des insectes. L'homme plus âgé va alors droit au but et exige de savoir où se trouve la copie du rapport d'autopsie. Mais le jeune homme esquisse un sourire de défi et lui assure fermement qu'il ne le lui dira jamais. Les 2 se regardent alors fixement dans un silence tendu, le destin de tous étant en jeu. Le père de Yoshida fait alors signe à ses hommes de main, qui se préparent à agir à tout moment. L'homme se vante que les forces qui le soutiennent dépassent de loin l'imagination du jeune homme. Il prétend également que peu importe où se trouve le rapport, car une fois le jeune homme parti, tout sera terminé. Avec un sourire cruel, l'homme dit qu'au fait, il a quelque chose à dire à notre héros. Il révèle alors que les hommes qui ont éliminé ses parents sont juste là, devant lui. En entendant cela, le visage de notre protagoniste se crispe en une expression de pure fureur et de haine. Sa main bandée tremble de rage alors qu'il serre le poing de toutes ses forces. Sur ce, il hurle le nom complet de l'homme avec une colère incontrôlable et écrasante. Le jeune homme crie alors que même un insecte se défend et lance une des bouteilles de toutes ses forces. La bouteille se brise sur le sol, répandant le liquide inflammable sur tout le plancher du manoir. Un des hommes de main marche dans le liquide et glisse, surpris par l'attaque soudaine du jeune homme. Sur ce, la brute tombe lourdement au sol, incapable de garder l'équilibre sur le sol mouillé. Il est trempé par la boisson et fusille le protagoniste du regard avec une haine pure. Mais notre héros ne perd pas de temps et se jette sur un autre homme de main à une vitesse incroyable. Le père de Yoshida crie que c'est un liquide inflammable et traite le protagoniste de lâche. Sans hésitation, le jeune homme utilise son couteau et assène un coup précis au cou de l'une des brutes. Il achève ensuite l'homme de main d'un autre coup rapide et brutal, tachant tout de liquide rouge. Yoshida panique et crie à ses hommes de l'attaquer tous en même temps car il est seul. Mais le combat continue, et plusieurs hommes de main sont déjà à terre sur le sol du manoir, complètement vaincus. Le regard concentré et rempli de haine, le protagoniste se prépare à affronter le reste des ennemis. Il donne ensuite un coup de pied dans l'autre bouteille de boisson pour répandre plus de liquide inflammable dans la pièce. Sur ce, il glisse sur le sol mouillé et met à terre un autre homme de main d'un coup de pied bien ajusté. Il met alors des lunettes de soleil et ramasse le couteau par terre, se préparant pour plus d'action. Yoshida le traite de frimeur et crie à ses hommes de l'achever une bonne fois pour toutes. 2 brutes courent vers lui, mais le jeune homme parvient à esquiver leurs attaques. Il jette alors une sorte de poudre dans les yeux de l'ennemi, les laissant complètement aveuglés. La poussière se répand dans l'air, et les hommes de main sont désorientés par l'attaque surprise. Profitant de la diversion, notre héros avance avec son couteau et les attaque sans pitié. Il frappe l'une des brutes d'un coup précis pendant que l'autre tente de se remettre. Entièrement couvert de liquide rouge, le protagoniste se tourne pour faire face au reste des ennemis. Un des hommes de main essaie de se nettoyer les yeux, mais la poudre semble avoir causé de sérieux dégâts. Sans hésitation, notre héros attaque à nouveau, frappant une autre des brutes avec son couteau. Les hommes de main sont maintenant tous à terre et ont du mal à voir à travers la poussière. Les brutes restantes restent sur le qui-vive et tentent de se défendre contre les attaques du protagoniste. Yoshida est désespéré par la scène et passe la main dans ses cheveux, ne sachant que faire. Son père lui dit alors d'aller chercher la boisson rapidement, pour aider à enlever la poussière de leurs yeux. Le méchant explique que la boisson peut enlever la poussière, car Léo ne fonctionne pas dans ce cas. Il court vers la cave,
mais Amano lui attrape la jambe, essayant de l'empêcher d'aider. Furieux, Yoshida lui crie de le lâcher et la traite de misérable pour continuer à se mettre en travers de son chemin. Il lui donne alors un violent coup de pied pour se débarrasser d'elle et continue son chemin vers la cave. À terre et blessée, la jeune fille pense que c'est le moins qu'elle puisse faire pour aider. Les brutes restantes se préparent pour la prochaine attaque, armées jusqu'aux dents de leurs lames. Le sol du manoir est couvert d'hommes de main tombés tandis que la poussière flotte encore dans l'air. Avec la boisson, les gardes parviennent enfin à se débarrasser de la poussière dans leurs yeux et à reprendre le combat. L'homme leur dit de ne pas paniquer et les avertit de faire attention au liquide sur le sol. Maintenant rétablis, les ennemis se préparent à encercler à nouveau le protagoniste avec tout ce qu'ils ont. Un des hommes de main saute alors par-dessus l'escalier pour attaquer notre héros d'un coup surprise. Il parvient à faire tomber le jeune homme au sol et l'immobilise avec un couteau juste sous sa gorge. Avec un sourire victorieux, l'homme plus âgé donne le signal à ses hommes de finir le travail une bonne fois pour toutes. Les autres brutes s'avancent vers le protagoniste, qui semble complètement piégé. Mais soudain, Yuji se lève et avec un cri de guerre, attaque l'un des hommes de main par derrière. Même blessé, il serre fermement le garde et encaisse les coups pour protéger son meilleur ami. L'homme de main essaie alors de frapper Yuji avec un couteau pour se libérer de son étreinte. Mais notre héros parvient à bloquer la lame avec sa main bandée, juste à temps pour le sauver du coup. D'un mouvement rapide, il projette le garde avec une force impressionnante et brutale. Yoshida hurle de fureur, regrettant de ne pas avoir achevé l'ami du jeune homme en premier. Le protagoniste bloque alors le coup d'un autre homme de main, utilisant son bras comme bouclier. Sa main bandée semble avoir absorbé tout l'impact de l'attaque sans problème majeur. Il continue de se battre avec une grande férocité, même en étant complètement en infériorité numérique. D'un puissant coup de coude, il frappe au visage un autre ennemi qui l'attaque de très près. Allongé au sol, Yuji défie Yoshida et crie qu'il n'a pas peur et qu'il l'achèvera en premier. Il jette alors l'un des hommes de main tombés sur les autres, créant une diversion. Les brutes restantes se préparent pour l'attaque finale tandis que notre héros leur fait face. Avec un sourire confiant, le jeune homme allume un briquet et demande s'ils ont besoin de feu. Il jette ensuite le briquet par terre, enflammant tous les liquides inflammables répandus. Sur ce, les hommes de main restants sont engloutis par les flammes, hurlant de douleur et d'agonie. Profitant du chaos, notre protagoniste s'avance et donne un coup de pied au visage de Yuji pour le repousser. Il se prépare alors à porter le coup final à son ami, mais le méchant intervient dans l'attaque. D'un coup de pied puissant, notre héros frappe Yoshida en plein visage avec une grande force. Le méchant tombe au sol, choqué, et se demande comment tout en est arrivé là si vite. Notre protagoniste lui marche alors sur le visage avec force pour l'immobiliser au sol. D'un regard froid, il demande à son ennemi s'il a quelques derniers mots à dire. Mais le père de Yoshida prend Amano en otage et menace de l'achever s'il touche à son fils. L'homme presse le couteau contre le cou de la jeune fille, prêt à mettre sa menace à exécution à tout moment. Notre héros défie Amantri tandis que Yoshida au sol implore désespérément son pardon. Le méchant promet de laver son nom et de payer tout ce qu'il veut si le protagoniste l'épargne. L'homme plus âgé dit d'en finir et prévient que s'il touche à son fils, il ne montrera aucune pitié. Mais notre héros le regarde froidement et lui demande s'il a vraiment l'air d'avoir peur de disparaître. Amano et Yuji lui crient de ne pas s'inquiéter et de les achever tous d'un coup. Notre protagoniste exige alors que le méchant lui remette tout son argent. L'ennemi accepte sur le champ et dit qu'il a aussi des lingots d'or et qu'il va les lui chercher. Le méchant monte les escaliers et son père pense qu'il y a une arme dans le coffre-fort, et que le jeune homme le paiera cher. Avec un sourire victorieux, l'homme dit à notre héros de prendre l'argent et de partir d'ici immédiatement. Mais notre protagoniste échange un regard complice avec Amano, qui est blessé au sol et comprend le plan. À ce moment précis, l'homme plus âgé remarque l'échange de regards et frappe la jeune fille avec une grande force. D'un mouvement rapide, le protagoniste lance un de ses couteaux vers l'ennemi principal. La lame vole dans les airs et frappe la tête du vieil homme en plein dans le mille avec une précision chirurgicale. Et sans hésitation, il s'avance et achève l'homme d'une série de coups brutaux et impitoyables. Le type s'écrase sur le sol du manoir, KO. Amano se relève difficilement, l'air totalement soulagé que le cauchemar soit enfin terminé. Notre protagoniste s'approche et l'aide à se relever pendant que le corps du type gît sur le sol. La fille l'avertit qu'il y a des armes dans la maison et qu'ils doivent faire attention. Soudain, Yoshida apparaît armé, jurant qu'il va tous les envoyer dans l'au-delà. Il descend les escaliers avec une valise pleine d'argent, criant qu'il a rempli sa part du marché. Mais en arrivant en bas, il voit son père étendu sur le sol et panique complètement. Les larmes aux yeux, le méchant crie sur notre protagoniste, demandant ce qu'il est advenu de leur accord. Une voix l'appelle de derrière un paravent, le mettant au défi de venir régler ça une bonne fois pour toutes. Sans réfléchir, l'ennemi vide son chargeur sur le paravent avec toute sa rage. Mais il entend à nouveau la voix et repère un téléphone portable qui joue un enregistrement près de 2 sbires. Le téléphone continue de jouer l'enregistrement juste pour attirer l'attention du méchant là-bas. Sa garde baissée, notre protagoniste surgit de derrière et lui entaille le bras avec le couteau. Le méchant hurle de douleur et lâche l'arme tandis que notre protagoniste le frappe d'un coup de pied puissant. Il le met à terre et l'immobilise de toutes ses forces pour finir le travail.
Yoshida hurlant le traitant de traître et lui demande pourquoi il a éliminé son père comme ça. Notre héros dit qu'il a promis d'éliminer toute la famille, et qu'il finit toujours ce qu'il commence. D'un dernier geste brutal, il achève le méchant d'un coup de couteau précis à la tête. Amano et Yuji regardent en silence le corps de l'ennemi tomber sans vie sur le sol. Le couteau ensanglanté tombe par terre, et le protagoniste obtient enfin la vengeance dont il rêvait. Les larmes aux yeux, notre protagoniste crie de soulagement qu'il a enfin vengé ses parents. Puis il se retourne et regarde Yuji et Amano, qui sont au sol, blessés mais à l'abri de tout. La jeune fille peine à aider son ami à se relever, et ils s'appuient l'un sur l'autre pour sortir de là. Notre héros montre la sortie et leur dit de partir car il a encore des affaires à régler. Seul, il trouve un coffre-fort et l'ouvre, révélant des liasses de billets et des lingots d'or. Mais au milieu de tout cet argent, il remarque une enveloppe blanche cachée au fond du coffre-fort. Curieux, le type attrape l'enveloppe et la serre fort dans ses mains bandées. Dehors, Yuji et Amano avancent péniblement dans la neige, s'éloignant difficilement du manoir. Ils regardent en arrière avec des visages inquiets, se demandant ce que leur ami va faire. À ce moment-là, notre protagoniste sort par la porte d'entrée en portant un grand sac noir. Il leur tend le sac et dit qu'il y a 40 millions en or pour qu'ils se le partagent et disparaissent. Amano se sent coupable et dit d'une voix tremblante qu'elle l'a trahi par le passé. Mais le type dit qu'elle aussi a été menacée, et qu'il est temps d'oublier toutes les rancunes. Yuji demande d'un air sérieux si son ami ne va pas s'enfuir avec eux. Avec un regard triste et fatigué, notre héros répond qu'il ne peut plus continuer à fuir. Mais son ami refuse de partir et l'attrape, disant qu'il reste avec lui même si c'est la fin. Le protagoniste montre l'enveloppe et dit qu'il a un plan et qu'il ne les y entraînera pas. Amano est choquée et crie désespérément comme si elle réalisait ce qu'il a l'intention de faire. Il ne demande qu'une nuit pour tout arranger et promet qu'il reviendra vers eux vivant. Yuji la retient fermement pendant qu'elle crie qu'elle ne peut pas le laisser porter ce fardeau seul. Yuji tient la fille et dit que ça suffit, et que maintenant tout ce qu'ils peuvent faire, c'est croire en leur ami. Notre perso principal les regarde s'éloigner du manoir sous la neige qui tombe. La scène passe à un homme en costume debout à côté d'un type étendu sans vie sur le sol. Au loin, Yuji et Amano se cachent sous un pont pour se reposer de leurs blessures. Le gars regarde la fille et demande ce que diable contenait cette mystérieuse enveloppe. Amano répond que ce sont probablement des documents prouvant toute la corruption des gros bonnets de la ville. Confus, le jeune homme demande pourquoi quelque chose d'aussi important se trouverait dans cette maison. Elle révèle que le père du méchant était le chef adjoint de la police, donc ce n'était pas difficile d'avoir accès à tout. L'ami du perso principal reste appuyé contre le mur, essayant d'assimiler toutes ces nouvelles infos. La fille explique que parce qu'il avait les preuves, les huiles le protégeaient et le laissaient faire tout ce qu'il voulait. Furieux, Yuji dit que si Tojo y va seul, il va mourir, et décide qu'il doit rejoindre son ami. Mais la fille le retient et lui demande de se calmer, croyant que le plan du gars a une chance de fonctionner. Elle explique que pour les gens puissants, le père du méchant était une nuisance dont il voulait se débarrasser. Et à cause de ça, la seule chance de Tojo de survivre est de se joindre à eux pour atteindre son objectif. Ensuite, la scène montre une photo d'un vieil homme chauve au lit avec deux femmes. On voit que c'est notre perso principal, maintenant en costume, qui glisse cette photo dans la poche de sa veste. Avec son nouveau look et le sac à la main, il monte les marches d'un grand temple la nuit. Il continue de monter et voit deux gardes postés à la porte qui l'attendent. Les agents de sécurité le bloquent et lui demandent qui il est, mais le jeune homme dit simplement qu'il veut voir Monsieur Goda. Avec un air sérieux, un des sbires dit que le patron se repose et lui dit de revenir demain. Mais notre perso principal insiste et dit fermement que ça doit être aujourd'hui, quoi qu'il arrive. Le garde fait craquer ses doigts et demande avec un sourire narquois si le gamin cherche à mourir prématurément. Impassible, notre héros commence calmement à ouvrir la fermeture éclair du sac qu'il porte. Et de l'intérieur, il jette la tête du père du méchant par terre, choquant tout le monde présent. Les gardes sont terrifiés par la scène et demandent ce qu'il a l'intention de faire avec ça. Tojo lui dit de faire savoir à leur patron que Yoshida Manjiro a été éliminé comme il se doit. Le sbire devient nerveux avec le message mais accepte d'attendre et de dire à son patron ce qui s'est passé. 2 minutes plus tard, une voix de l'intérieur du temple dit finalement aux gardes de le laisser passer. Il entre et voit 3 autres sbires debout dans la cour qui l'attendent avec des visages de marbre. Le perso principal s'approche d'une porte en bois et l'ouvre prudemment pour finalement entrer. À l'intérieur, il trouve un homme chauve et tatoué servi par une belle dame. Le grand patron prend sa tasse de thé et s'apprête à boire tout en fixant le nouveau venu. L'analysant, l'homme demande sans détour s'il est le Tojo que tout le monde recherche. Le gars est un peu surpris par la question et demande comment il sait exactement qui il est. Goda dit que Manjiro a engagé des hommes pour s'occuper de lui, et maintenant il est là à supplier pour sa vie. Agacé, le patron frappe la table et demande comment il a le culot de demander de l'aide après tout ça. Notre perso principal reste silencieux, entouré par les sbires du patron qui le fusillent du regard. Tojo le met au défi d'en finir si c'est ce qu'il pense, ou sinon d'écouter sa proposition jusqu'au bout. L'air sérieux, il brandit l'enveloppe et demande ce que le patron pense de ce qu'il a. Goda sourit, le qualifie d'intéressant, mais demande une bonne raison de le garder en vie.
La femme prend l'enveloppe des mains de notre perso principal pour la remettre à son patron. Elle apporte l'enveloppe au grand patron qui attend à son bureau en bois. L'homme l'ouvre et trouve la photo compromettante du vieil homme avec les filles. Mais le patron n'a pas l'air impressionné du tout et demande si le gamin pense pouvoir le faire chanter avec ça. Tojo dit que ça n'a peut-être pas d'importance pour lui, mais pour les supérieurs, si, car il a des preuves pires. Avec un sourire confiant, il demande si l'homme sait combien de personnes il a éliminées rien qu'aujourd'hui. Alors le patron s'énerve et demande si c'est une menace, car le gamin n'est pas à son niveau. Notre héros dit que ce n'est pas une menace puisqu'il n'a absolument plus rien à perdre. Il révèle ensuite que s'il ne donne pas de nouvelles avant minuit, le reste des preuves ira directement aux flics. Le patron s'en fiche toujours et demande quel est le rapport avec sa situation actuelle. Le gars explique que le dernier endroit où on l'a vu était ici, donc les gros bonnets penseront qu'il est le cerveau de l'opération. En entendant ça, l'homme est complètement choqué et abasourdi par l'audace de notre perso principal. Il comprend enfin le plan et dit que le gamin n'est pas venu supplier de l'aide mais pour l'entraîner dans sa chute. Tojo lui dit de choisir entre utiliser les preuves pour se faire plus de fric ou toucher le fond ensemble. Le patron rit, disant qu'il est un gamin marrant et qu'il lui rappelle lui-même à l'époque. Sur ce, l'homme offre un verre à notre héros en signe de respect et pour sceller l'accord. Sans hésiter, le gars saisit la coupe et la vide d'un trait pour conclure l'accord. Puis il repose la coupe vide sur le plateau, mettant fin à la discussion avec le chef de la mafia. Goda dit qu'il va nettoyer le bazar, mais à condition que le gamin travaille pour lui à partir d'aujourd'hui. Notre perso principal esquisse un léger sourire, acceptant l'offre et son nouveau destin à partir de ce moment. Notre héros s'incline et jure de dédier sa vie à servir son nouveau patron dès maintenant. Goda ordonne à son homme de main Muto de nettoyer le bazar et de contacter un flic pour étouffer l'affaire. La brute accepte et se retourne pour partir accomplir sa nouvelle mission importante. Ensuite, le chef de la mafia attrape sa canne appuyée contre la table en bois pour se lever. Il dit à la fille de bien traiter le gamin et de s'assurer qu'il reste là pour la nuit. Mais notre perso principal lui rappelle encore que s'il ne revient pas avant minuit, les preuves seront envoyées. Avec un sourire, le patron lui dit d'arrêter son cinéma, car il sait exactement quelle est sa véritable intention. Il affirme avec certitude que le gamin n'a jamais eu l'intention de faire ça depuis le début. Notre héros sourit et s'excuse de s'être fait griller pendant que le patron s'en va. Quelque temps plus tard, la femme entre dans une chambre et commence à se préparer pour la nuit avec le gars. Elle enfile ses bas avec soin et s'assoit sur le bord du lit en attendant notre héros. D'une voix séductrice, elle l'appelle en disant que le patron a dit de très bien le traiter ce soir. Le perso principal s'approche de la dame qui est assise sur le bord de la baignoire l'attendant, mais soudain, il lui jette une robe. Il dit qu'il est épuisé, demande à être laissé tranquille, et lui claque la porte au nez. L'air frustré, la fille semble agacée par le manque d'intérêt de notre perso principal. Pendant ce temps, notre héros se détend dans une baignoire remplie d'eau chaude pour se reposer. Dans une autre pièce, le patron fume calmement un cigare pendant que la femme l'observe attentivement de loin. Elle commente que le gars, comme prévu, ne l'a même pas regardé à 2 fois dans la chambre. Goda est d'accord, disant qu'il n'est pas ordinaire car peu de gens peuvent réprimer leurs désirs comme ça. La femme demande à son patron si elle doit garder un œil attentif sur notre perso principal. Goda est d'accord et dit qu'il ne sera pas facile à gérer, mais qu'avec le temps il découvrira sa faiblesse. Avec un air sérieux, le patron se demande s'il peut vraiment se sentir en sécurité en faisant de lui son nouveau pion. La dame se tourne alors vers l'homme avec une expression sérieuse et dit qu'elle a reçu le message 5 sur 5. Le lendemain, on voit notre héros dormir paisiblement dans un lit confortable au temple de la mafia. Quelque temps après, soudainement, les yeux de notre perso principal s'ouvrent brusquement comme s'il venait d'avoir un cauchemar. Sursautant, il s'assoit dans son lit, la sueur coulant sur son visage et l'air terrifié. À ce moment-là, la femme apparaît assise sur le lit, lui souhaitant un bon matin tout en essuyant la sueur de son visage. Tojo la remercie pour ses soins et dit qu'il doit filer, lui demandant de remercier Goda pour lui. Mais la dame dit qu'il n'y a pas d'urgence et lui montre la télécommande de la télé pour qu'il puisse voir quelque chose. À la télé, les informations rapportent un incendie qui a entraîné le décès de Yoshida et de ses fils. Le gars est impressionné par la rapidité mais demande ce qu'il est advenu des 8 autres sbires qui étaient là. Ayam explique que c'était des criminels et que personne n'a rien à faire s'ils finissent comme ça. Elle l'invite alors à arrêter de s'inquiéter pour tout et à simplement profiter du moment avec elle, ici même. Avec un air sérieux, notre perso principal se rapproche de la dame et lui demande son nom. Elle sourit, se présente comme Ayam Munakata, heureuse qu'il se soit enfin décidé à demander. Mais Tojo s'excuse et dit qu'il a quelque chose à régler, s'éloignant d'elle sur le lit. Avec un air agacé, la femme le regarde se lever et quitter la pièce. La scène nous ramène ensuite au pont où Tojo s'approche des Amano et Yuji. En le voyant, la fille est surprise et se lève pour l'accueillir après tout ce qui s'est passé. Les larmes aux yeux, Amano le serre fort dans ses bras et crie de soulagement qu'il est enfin en sécurité. Elle dit alors avec un sourire qu'elle savait qu'il reviendrait vivant vers eux à la fin. Notre perso principal dit alors avec un air sérieux qu'à partir d'aujourd'hui, ils ne seront plus traqués. En apprenant la nouvelle, la fille le serre encore plus fort et se met à pleurer des larmes de soulagement et de joie.
Yuji est ému aussi et demande pourquoi elle pleure pour une si bonne nouvelle. La scène se déplace ensuite vers une vieille dépendance délabrée où ils logent tous les trois, et sur une table pleine de nourriture délicieuse. Yuji complimente alors la fille, disant qu'il ne savait pas qu'elle avait un tel talent en cuisine. Amano se vante de vivre seule depuis l'âge de 8 ans et de savoir très bien se débrouiller. Sur ce, les trois lèvent leur verre et portent un toast pour célébrer la nouvelle vie qui les attend. Ils s'assoient alors pour manger ensemble et profiter de leur premier repas paisible depuis longtemps. Après avoir mangé, Amano demande à Tojo ce qu'il compte faire de sa vie à partir de maintenant. Le gars répond qu'avec l'argent qu'il a pris, il pense monter une petite entreprise pour eux. Yuji est emballé par l'idée et demande avec un sourire si ça veut dire qu'ils sont présidents maintenant. La fille dit alors à Tojo que quoi qu'il décide de faire, elle l'aidera pour tout ce dont il aura besoin. Yuji regarde la dame et demande si elle ne va pas retourner travailler dans ce club après tout ça. Elle révèle que son jeune frère a une maladie, et c'est pourquoi elle a dû travailler là-bas pour l'aider. Les deux trinquent alors à nouveau, célébrant le nouveau départ et la nouvelle chance que la vie leur a donnée. Quelque temps plus tard, on voit Yuji dormir profondément sur le canapé du salon, complètement assommé. Notre perso principal s'allonge alors sur un matelas par terre pour se reposer. Les yeux ouverts, il fixe le plafond, semblant penser à tout ce qui s'est passé. À ce moment-là, Amano apparaît, portant sa chemise, et demande s'il la laisserait rester là avec eux. Le gars dit qu'il n'y a qu'un lit et un canapé, alors il dormira par terre pour qu'elle puisse prendre le lit. Mais la dame l'arrête et pose une main sur son épaule pour attirer son attention. Elle dit que ses blessures ne sont pas guéries et l'invite à dormir ensemble dans le même lit. Les deux s'allongent alors côte à côte mais sans se toucher à aucun moment de la nuit. Pendant ce temps, Yuji continue de dormir profondément sur le canapé du salon, ignorant tout. Amano révèle alors au gars qu'elle est attirée par lui depuis leurs années d'étudiant. Mais notre héros semble endormi et ne montre aucune réaction à la confession de la fille. Le lendemain, Yuji demande si la dame va vivre avec eux pendant qu'un homme les observe. Le perso principal confirme, disant qu'elle n'a nulle part où aller et qu'ils doivent acheter un nouveau lit. L'ami commente alors qu'avec le fric qu'ils ont récupéré, ils peuvent bien vivre tous les trois pendant un certain temps. Mais soudain, un groupe de gros bras tatoués apparaît devant eux deux dans la rue. L'un des voyous les dévisage avec un sourire narquois et demande si ce sont eux qu'ils recherchent. Yuji se crispe et demande s'ils les connaissent, mais notre perso principal reste super calme. Effrayé, l'ami dit de ne pas s'en mêler et essaie de s'éloigner rapidement des ennuis. Mais le chef l'interpelle et se moque de lui, disant qu'ils ont été cléments avec lui la dernière fois. Notre héros demande alors d'un regard froid si ce sont eux qui ont blessé son ami auparavant. Le gars crie qu'il n'a rien fait, les suppliant de ne pas commencer une bagarre. La brute menace alors de le frapper chaque fois qu'il le verra dans la rue, et lui dit de se tenir prêt. Le trio de voyous regarde les deux amis avec mépris, prêt à déclencher une bagarre sur le champ. Mais le chef s'énerve et donne une gifle à Tojo, lui demandant s'il a un problème. Sans perdre de temps, notre héros riposte avec un coup de poing dévastateur en plein visage de l'agresseur. Sous la force du coup, la brute est projetée et heurte violemment le sol, complètement sonné. Il reste au sol, le visage en sang et couvert de liquide rouge suite au coup de poing qu'il a reçu. Les deux autres sbires courent pour aider leur chef et le traitent de salaud pour s'être défendu. Notre perso principal ouvre alors sa chemise et révèle sa poitrine couverte de cicatrices de combat. Les voyous se taisent un instant, surpris par l'attitude de notre héros. Furieux, le chef ordonne à ses sbires de se jeter sur le gars et de l'achever une bonne fois pour toutes. Sur ce, les deux gros bras courent vers notre perso principal pour l'attaquer ensemble. Mais le gars esquisse un sourire sinistre et semble plus que prêt pour le combat à venir. Le combat commence, et les deux sbires se ruent sur notre héros de toute leur force. Mais il esquive avec aisance et assène un puissant coup de poing en plein visage d'un des ennemis. Avec un regard furieux, il continue de frapper la brute à terre sans aucune pitié. Il se tourne ensuite vers l'autre sbire et se prépare pour la prochaine attaque avec un regard concentré. Le dernier voyou essaie de donner un coup de poing, mais notre perso principal bloque le coup facilement. Il saisit alors fermement le bras de l'ennemi et le tord pour l'immobiliser complètement. Avec un puissant coup de genou, il achève la brute, qui crache du liquide rouge sous l'impact. Le chef du groupe reste au sol, choqué et figé en voyant ses sbires se faire éliminer. Effrayé, la brute demande à parler, mais notre héros continue de se rapprocher. Il saisit alors le chef des voyous par le col, prêt à continuer le passage à tabac. Sans hésiter, le gars assène un autre coup de poing puissant au visage de l'ennemi qui l'a provoqué. Mais Yuji le retient et lui demande d'arrêter, car leur vie s'est enfin stabilisée. Tojo le lâche et l'avertit qu'il le laisse partir aujourd'hui, mais que la prochaine fois sera différente. Le sbire aide son chef à se relever pendant que notre perso principal se retourne pour partir. Il le menace en disant qu'ils connaissent son adresse, mais le gars les invite à passer quand ils veulent. Yuji explique que leur patron est Kuro-san, un type dangereux qui contrôle tout ce secteur. Notre héros pose alors une main sur l'épaule de son ami pour essayer de le calmer un peu. Avec un sourire, il suggère qu'ils combattent ce patron et prennent le contrôle de tout. L'ami est choqué par son attitude et pense que Tojo a changé et est une personne différente maintenant. Il s'inquiète alors et dit qu'ils vont certainement ramener une tonne de sbires au combat.
Mais Yuji se souvient de deux gars qu'il a aidés auparavant et dit qu'il va les appeler en renfort. La scène nous emmène ensuite dans une partie plus reculée et légèrement plus pauvre de la ville. Là, on voit un gros bras avec un bâtonnet glacé à la main et un autre gars fumant une cigarette près de la clôture. Tojo les observe de loin et commente qu'ils n'ont pas l'air d'une grande aide dans un combat. Mais l'ami garantit que même s'ils ne se battent pas bien, ce sont des personnes de confiance absolue. Le gars qui fume demande alors à Yuji qui est l'adversaire qu'ils vont affronter. Le poing serré, le gars répond d'un air sérieux que l'ennemi est ce type, Kuro-san. En entendant le nom, les deux nouveaux alliés sont complètement choqués et super effrayés par la situation. Tojo dit que ce sont eux qui ont blessé son ami, et qu'il va régler ses comptes avec eux tous. Mais le fumeur rit et dit qu'il n'a pas peur et qu'il voulait en finir avec ce salaud depuis longtemps. Le gros bras est d'accord et dit qu'il attendait aussi ces mots pour passer à l'action. Notre perso principal est impressionné et dit qu'ils ont plus de cran qu'il ne l'imaginait. Il dit alors que le courage seul ne suffira pas à gagner le combat, et que pour qu'un petit groupe gagne, il leur faut un plan. Sur ce, le gars pointe sa tête du doigt et dit qu'il doit utiliser cet endroit à leur avantage. Quelque temps plus tard, une camionnette blanche arrive à toute vitesse dans un endroit plus reculé et sombre. De l'intérieur, plusieurs sbires de l'ennemi sortent armés de battes, prêts à se battre. Puis ce type, Kuro-san, apparaît et demande à ses hommes si c'est le bon lieu de rendez-vous. Un des sbires confirme et dit qu'il a surveillé toute la journée, et qu'ils sont restés là tout le temps. Le grand patron demande alors à son larbin combien d'ennemis les attendent à l'intérieur. Le voyou blond répond qu'ils sont 5 et que le gars qui l'a battu est un ex-détenu taré. Mais le patron rit, dit qu'il a aussi été en prison, et ordonne à ses hommes de les finir rapidement. De l'intérieur de l'endroit, notre héros observe par la fenêtre l'équipe ennemie qui arrive pour l'attaque. Ses alliés sont là aussi, et tout le monde a l'air prêt et paré pour la bataille qui s'annonce. Alors, un des nouveaux alliés apparaît au sommet d'une bibliothèque et lance un grand sourire à notre perso principal. Sans prévenir, une des brutes défonce la porte de toutes ses forces pour prendre d'assaut l'endroit. Le gang ennemi fait irruption et trouve l'équipe de Tojo qui les attend en plein milieu de la pièce. Kuro s'en fusille notre héros du regard et demande si c'est lui qui s'est occupé de ces gars plus tôt. Avec un regard froid et sérieux, le perso principal répond sans hésiter que, ouais, c'est lui le responsable. Le grand patron sourit avec confiance et leur crie de venir se battre avec tous ceux qui l'ont. Furieux, il ordonne à ses sbires d'attraper notre perso principal aussi vite que possible. La meute de brutes charge, armée de battes en bois, prête à attaquer. Mais l'un des alliés déverse un seau de poudre du haut de l'étagère pour aveugler tous les ennemis. La poudre se répand dans l'air, et les sbires sont complètement désorientés par l'attaque surprise. Le patron hurle à ses hommes de l'abattre, se plaignant que l'utilisation de chaux vives est un sale coup. Un des durs à cuire essaie de grimper sur l'étagère pour l'attraper, mais l'allié est prêt au combat. D'un coup de pied puissant, il fracasse le visage de l'ennemi et l'envoie voler avec une force énorme. En souriant, le type attrape une barre de fer, se préparant à causer plus de chaos avec les autres sbires. Ensuite, un autre seau rempli d'eau est préparé pour être déversé sur les ennemis gisant au sol. Léo réagit avec la chaux, causant une douleur immense aux sbires pris au piège. Le patron s'énerve et traite le groupe de notre héros de lâche pour cette tactique facile. Le combat fait rage, et Tojo réussit à arracher une batte à l'un des sbires au milieu du chaos. Il tord le bras de la brute de toutes ses forces, le faisant hurler de douleur sous le coup. Le voyou blond se plaint, disant que les méthodes du groupe sont sales et totalement injustes. Mais notre perso principal répond que c'est juste la fameuse règle de l'œil pour œil. Sans perdre de temps, il charge et met à terre le type blond d'un coup de pied puissant et précis à la poitrine. Sur ce, tous les sbires sont au sol, et notre héros est le seul encore debout. Furieux, le patron crie sur Tojo et jure qu'il va l'achever de ses propres mains. Mais le type déchire sa chemise et le met au défi de venir pour l'affrontement final une bonne fois pour toutes. Le patron le traite de courageux et accepte de l'affronter d'homme à homme pour tout régler. Il déchire aussi sa chemise, révélant un torse musclé couvert d'un énorme tatouage. Les deux se dévisagent au milieu de la pièce, se préparant pour leur affrontement final. Sans perdre une seconde, la brute charge et assène un lourd coup de poing au visage de notre héros. Sous la force du coup, le perso principal est projeté en arrière et heurte violemment le sol. Mais avant de tomber, il réussit à attraper le bras de l'ennemi et l'entraîne au sol avec lui. Ils touchent tous les deux le sol et commencent à échanger des coups, y allant de toute leur force. Notre héros se retrouve en difficulté, et le patron l'enferme dans un étranglement arrière serré. La brute serre de toutes ses forces, et notre perso principal commence à manquer d'air à cause de la prise. Yuji crie à ses amis de ne pas intervenir, car ce combat n'appartient qu'à notre héros. Amano pense que si Tojo veut diriger ce quartier, il doit gagner ce combat tout seul. Le patron hurle qu'il va tous les envoyer en enfer et resserre encore plus l'étranglement. Notre perso principal grince des dents de douleur et commence à perdre connaissance par manque d'oxygène. Il se souvient alors de tous ses amis et de la façon dont ils l'ont soutenu jusqu'à ce moment. Yuji et Amano lui demandent s'il est sûr de ne pas vouloir appeler de renfort pour la bataille finale. La brute le traite de crevette et dit qu'il ne le battra jamais, même pas dans ses rêves. Mais notre héros parvient à se relever et frappe lourdement le sol pour se libérer de l'étranglement. Il se libère, et les deux se séparent une seconde au milieu de la pièce à nouveau.
Le perso principal charge alors et enchaîne une série de coups de poing puissants en plein visage de l'ennemi. Le patron est complètement choqué et abasourdi par la puissance et la vitesse des coups. Notre perso principal se moque de lui, demandant si c'est toute la force que le patron possède. Furieux de la provocation, la brute charge avec un coup de poing puissant visant le type. Mais le perso principal contre-attaque et assène un solide coup de tête en plein visage de son adversaire. Avec un sourire de douleur, le patron le met au défi de voir qui craquera le premier dans ce combat. Sur ce, il commence à échanger des coups de tête brutaux au milieu de la pièce, sans s'arrêter. Notre perso principal attrape la tête de l'ennemi et continue de l'attaquer avec tout ce qu'il a. L'échange de coups continue, et beaucoup de liquide rouge éclabousse partout sous l'impact. Leurs deux visages sont complètement amochés, mais aucun ne recule devant le combat. Les sbires vaincus se demandent si le patron s'est évanoui après cette série de coups, mais notre héros recule et le dévisage alors que le patron peine à tenir debout. Avec un regard victorieux, il s'approche de l'ennemi qui tombe à genoux sur le sol. Les amis du perso principal sont choqués par la scène, réalisant à quel point il est devenu fort. Gisant au sol, la brute ordonne à ses hommes de ne pas rester là et d'attaquer immédiatement. Mais l'allié se lève et dit qu'ils ne le passeront pas, quoi qu'il arrive. Amano leur crie alors d'arrêter, car le combat est enfin terminé avec la défaite du patron. L'ennemi tombe au sol, épuisé, s'appuyant contre le mur pour ne pas s'évanouir complètement. Avec un air de vainqueur, notre héros dit qu'il a perdu et que maintenant les comptes sont réglés. Mais il se retourne et dit qu'il n'a toujours pas payé pour ce qu'ils ont fait à son meilleur ami Yuji. Sans réfléchir, il donne un coup de pied en plein visage du patron de toutes ses forces pour finir le travail. La brute est mise KO pour de bon et s'effondre au sol, complètement vaincue. Le visage en sang, le patron hurle de douleur et de rage au sol, totalement battu. Le sbire blond crie alors qu'il a déjà appelé son cousin dans la police, et que personne ne s'échappera. Notre héros ne bronche pas et dit qu'il attendra l'arrivée des flics, sans aucun problème. Un des alliés panique, disant qu'ils doivent se tirer ou ils vont tous se faire arrêter sur le champ. Mais le perso principal ramasse calmement sa chemise du sol, se préparant pour ce qui va suivre. Il dit à ses amis de se calmer, que personne ne sera arrêté, et qu'ils vont attendre. Le fumeur en doute encore, disant qu'ils sont peut-être complètement foutus dans cette situation. Mais Yuji le calme, lui disant que tout va bien et de faire confiance à son ami. À ce moment-là, on entend des bruits de pas, et les flics arrivent enfin sur les lieux du chaos. Un officier demande ce qui se passe ici. Voyant toutes les brutes étendues au sol, le type blond pointe le groupe du doigt et accuse notre héros d'avoir commencé toute la bagarre. Le flic dévisage le perso principal et le félicite ironiquement d'avoir eu le cran de tabasser son cousin. Notre héros comprend et réalise pourquoi le patron était si arrogant. L'officier dit que c'est trop tard maintenant, et qu'il aura l'éternité pour réfléchir à sa stupidité en prison. Mais le type le regarde froidement et lui demande s'il a vraiment toute cette autorité. Avec un sourire narquois, le flic se vante qu'ici, c'est lui la loi et qu'il peut faire ce qu'il veut. Le type blond demande à son cousin de le laisser mettre un coup de poing au gamin avant de l'emmener en cellule. L'officier accepte avec un sourire maléfique et ordonne à ses hommes d'arrêter tout le monde. Suivant l'ordre, les autres flics s'avancent, matraque à la main, prêts à l'action. Mais notre héros sort son téléphone et demande s'il peut d'abord passer un appel rapide. L'officier se moque de lui, disant que personne ici ne peut contester son autorité. Mais notre héros l'avertit que dans 5 minutes, il sera à genoux à implorer son pardon. Le type blond lui demande s'il n'est pas au courant du lien entre le flic et le chef Tanaka. Le sbire se vante que le flic est le neveu du chef et qu'au-dessus d'eux se trouve le puissant Manjiro. En souriant, notre perso principal se dit qu'ils ne savent pas qu'il a déjà éliminé ce Manjiro. L'officier lui dit de passer son appel pour qu'il voit qui finira à genoux à la fin. Notre héros appelle Ayam pour demander de l'aide à son nouveau patron. Il passe son appel pendant que le flic et son cousin le regardent avec mépris et assurance. À l'autre bout du fil, notre perso principal parle à Ayam et lui demande de transmettre un message. Avec un air sérieux, il pense que c'est une bonne occasion de voir si Goda est vraiment fiable. Dans son bureau, la femme frappe à la porte pour entrer et parler du problème à son patron. Elle s'approche et informe le grand patron que Manabu Tojo demande son aide en ce moment même. Goda écoute très attentivement le message de son assistante, mais il lui dit de refuser, disant que le gamin n'a pas encore été utile et fait déjà des demandes. La femme acquiesce et se dirige vers le patron. Mais elle lui rappelle que s'il le laisse tomber maintenant, cela pourrait nuire à sa crédibilité. Ayam dit que la confiance est une voie à double sens et qu'il le tient toujours dans le creux de sa main. Le patron cède et ordonne à Muto de s'en occuper, mais prévient que Tojo paiera cher pour ça. De retour au combat, le flic se moque de lui, demandant ce qu'il est advenu de toutes ces grandes paroles d'avant. Notre héros reste silencieux, se demandant si Goda n'a aucune intention de le sauver. Le flic en a marre d'attendre et ordonne à ses hommes d'emmener tout le monde au poste immédiatement. Mais soudain, l'un des nouveaux alliés de notre héros saisit fermement la main d'un des officiers. Les flics sont surpris par l'attitude de l'allié qui les dévisage d'un air sérieux. L'officier le menace, lui demandant s'il sait ce qui arrive aux gens qui lèvent la main sur un flic. Le type blond leur crie d'abandonner et d'arrêter de résister, car ils sont finis. L'un des alliés regarde notre héros, se demandant si c'est vraiment la fin pour eux.
Mais soudain, le téléphone du flic se met à sonner avec un appel de son chef au poste. Il hurle sur son subordonné, disant qu'il a vraiment tout gâché cette fois. L'officier est confus, disant qu'il arrêtait juste quelques voyous dans la rue. À l'autre bout du fil, le chef demande s'il ne parle pas par hasard de Manabu Tojo. Terrifié, le flic confirme le soupçon de son patron, qui a l'air super en colère contre lui. Avec un sourire victorieux, notre perso principal pense que les choses deviennent très intéressantes. L'officier accepte de le laisser partir immédiatement et raccroche l'appel avec son chef. Le type blond ne comprend pas et demande ce qui se passe et pourquoi il ne les arrête pas tout simplement. Enragé, le flic crie à son cousin de la fermer et le traite d'idiot devant tout le monde. Puis il frappe le type blond avec sa matraque en l'accusant d'avoir touché notre héros. Deux officiers tendent une matraque au perso principal en guise d'excuse. Le cousin du type blond s'excuse, disant que tout n'était qu'un malentendu et que les autres sont les ordures. Mais Tojo lui rappelle ce qu'il a dit plus tôt et le regarde avec des yeux pleins de haine et de vengeance. D'un regard froid, il ordonne au flic de s'agenouiller et de s'excuser pour ce qu'il a fait. Effrayé, le flic s'agenouille au sol et commence à s'incliner, demandant pardon. Il supplie notre héros d'épargner sa vie tout en s'inclinant à plusieurs reprises sur le sol. Ces hommes et les autres voyous regardent la scène en silence, complètement choqués par tout ça. Le visage couvert de bleu, l'officier continue de supplier désespérément pour sa vie. Mais le perso principal lui dit de prendre ses ordures et de dégager, de ne plus jamais apparaître devant lui. Le flic accepte l'ordre et se relève avec un sourire de soulagement sur le visage. Sur ce, le groupe de flics et de voyous quitte les lieux, laissant notre héros en paix. Un des alliés le félicite, disant qu'à partir de maintenant, il est leur nouveau patron. Le costaud est d'accord, disant qu'il suivra le nouveau patron avec loyauté à partir de maintenant. Avec un sourire, Amano le complimente, disant qu'il a été impressionnant au combat comme toujours. Tojo leur dit d'arrêter les flatteries, et que ça en vaudra la peine s'ils le suivent. Les deux nouveaux alliés sont surexcités, criant qu'avec lui à leur tête, ils vont devenir grands. Notre perso principal réfléchit un instant et dit qu'il devrait peut-être ouvrir une entreprise légale. Tout le monde se tait, un peu confus par l'idée inattendue du nouveau patron. Il dit qu'avec Kuroki hors jeu, tout le district est à prendre. L'un des alliés est choqué par l'ambition et demande s'il ne pense pas que c'est un peu trop. Mais notre héros dit que s'ils doivent faire quelque chose, ils le font à fond ou pas du tout. Il se tourne vers Amano et lui demande d'apporter les preuves à Goda et de lui rendre visite. La fille sourit à l'ordre, semblant comprendre parfaitement le plan de son nouveau patron. Notre perso principal tourne le dos et dit qu'il va passer un accord avec le grand patron de la ville. Ayam entre dans le bureau et informe son patron qu'un cadeau de Manabu Tojo est arrivé. Amano entre dans la pièce, accompagné de l'autre femme, pour remettre le paquet à Goda. Elle tend l'enveloppe au patron, disant que c'est une demande de Tojo pour lui. L'homme ouvre l'enveloppe et trouve ce qui ressemble à un reçu pour un pot de vin à l'intérieur. Amano révèle que le destinataire est une figure majeure de la ville et que cela lui donne un moyen de pression. Le chef de la mafia analyse le document très attentivement. La fille se tient devant l'homme, attendant son prochain ordre ou sa réaction. Goda sourit, l'air très satisfait du cadeau qu'il a reçu de son nouveau subordonné. Amano dit qu'elle a en fait une autre faveur à demander de la part de notre perso principal. Le patron lui dit de parler franchement, et elle révèle la prochaine étape de leur plan. D'un air sérieux, elle dit que leur prochaine cible est le dangereux Shuei Yoshimura. Mais le patron dit qu'il ne vaut pas son temps, et qu'il ne se mêlera pas de ce type. La fille lui demande de simplement couper ses liens avec la police, et qu'ils s'occuperont du reste. Goda accepte mais demande ce qu'il y gagne, passant sa main sur la jambe de la fille. Elle dit que dès qu'ils auront fini, il aura une récompense appropriée pour toute son aide. Dans un flashback, un des alliés explique que la cible dirige le district et possède 10 établissements. Il révèle aussi que Kuroki n'est qu'un de ses larbins et qu'il paie le chef de la police pour sa protection. Notre héros conclut que pour atteindre la cible, ils doivent d'abord faire taire le chef de la police. Un des alliés hoche la tête, d'accord avec la logique du plan de notre héros. Avec un regard sombre, il pense que si son argent est en jeu, même Goda ne le fera pas taire. Le groupe se dirige vers un immense manoir qui ressemble à la maison de la cible. Un des alliés s'inquiète, disant qu'une attaque frontale est risquée car il aura beaucoup de gardes. Mais notre perso principal le calme, disant qu'ils sont là pour parler, pas pour se battre. Avec un sourire, l'allié dit qu'il comprend le plan et qu'il est avec le patron jusqu'au bout. Sur ce, le groupe de notre héros envahit la propriété, sautant le portail d'entrée avec agilité. Mais en entrant, ils sont accueillis par 2 chiens de garde qui leur aboient dessus. Les Doberman chargent le groupe, prêts à attaquer quiconque s'approche. D'un regard intimidant, notre perso principal leur dit de ne pas avoir peur car ce ne sont que des chiots. Les chiens sont effrayés par l'aura du type et arrêtent d'avancer, craignant sa présence. Les chiens le voient comme un véritable prédateur alpha. Les 2 chiens se calment et reculent, terrifiés par leur nouvel adversaire puissant. Un homme apparaît et crie aux chiens de revenir vers lui immédiatement. Puis Yoshimura apparaît avec ses sbires et demande s'il est Manabu Tojo. Notre perso principal hoche la tête, se préparant à tout ce qui pourrait arriver. L'homme l'accuse d'avoir blessé Kuroki et de venir chercher d'autres ennuis sur son territoire. Mais le type dit que Kuroki était une affaire personnelle et qu'aujourd'hui,
c'est strictement professionnel entre eux. Le patron rit avec mépris et lui dit de partir car il n'a rien à faire avec lui. Sur ce, deux de ses sbires s'approchent du perso principal pour le chasser violemment. Mais l'un des alliés l'attrape dans un puissant étranglement arrière pour protéger son nouveau patron. L'autre allié se joint aussi au combat, attrapant l'autre sbire par le col fermement. Les alliés crient qu'ils ne se retiendront pas et s'en prendront aux autres sbires de toute leur force. Un des gardes reçoit un coup de poing dévastateur en plein visage avec une force et une violence énormes. L'autre sbire est pris par surprise et attrapé par le coup sans aucune chance de réagir. Tojo fracasse violemment la tête de l'homme contre le sol, et du liquide rouge gicle sur les côtés. Avec les deux gardes à terre, notre perso principal se tient victorieux au-dessus de ses ennemis vaincus. Un des costauds restants est enragé par la scène et crie qu'ils l'ont bien cherché. Le patron s'énerve et le menace, disant qu'avec un seul appel, ils iront tous en prison. Mais le type le met au défi de passer l'appel et dit calmement qu'ils attendront. Pas de problème. La brute est choquée par l'audace et n'arrive pas à croire ce qu'il vient d'entendre du gamin. Il attrape son téléphone et appelle le chef de la police, lui demandant d'envoyer quelqu'un. À l'autre bout du fil, l'officier demande si c'est à propos d'un type nommé Manabu Tojo, et il confirme. Le chef de la police s'excuse, disant qu'il ne peut pas toucher le type car il a les mains liées. Furieux, l'homme hurle, demandant pourquoi il l'abandonne après tout l'argent qu'il a payé. Mais l'officier lui raccroche simplement au nez, le laissant complètement sans soutien. Le patron reste silencieux, incapable de croire qu'il a été abandonné si facilement. Avec un sourire victorieux, notre héros demande s'ils peuvent enfin entrer pour discuter maintenant. Vaincu, l'homme dit qu'il n'a pas le choix et leur dit d'entrer, disant qu'il écoutera ce qu'ils ont à dire. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.